Je lui ai dit: «Charles, pourquoi je fais pas l'affaire? Je suis pas compétent». Il m'a dit: «De tous ceux qui ont postulé, tu es le plus compétent». Alors je lui ai dit: «Mais pourquoi tu me prends pas?» Il me dit: «Parce que je ne t'aime pas». Et ça a été pour moi. C'est un mec bien parce que c'est un mec qui te dit les choses en face. Je l'ai aimé plus que tous les autres parce qu'il a eu les couilles de me dire en face pourquoi il ne me prenait pas. Moi qui suis un amoureux compulsif des femmes, quand je fais le bilan, je m'aperçois que la personne que j'ai le plus aimée, c'est un mec. Kevin Mayer, c'est un bel athlète et du jour au lendemain, sans préavis, sans m'avertir en quoi que ce soit, sans m'envoyer un SMS, il me déchire parce que j'ai parlé du dopage et qui s'est senti visé alors qu'à aucun moment j'ai pensé à Kevin Mayer. J'ai 29 ans et le problème c'est que je suis le seul à penser que j'ai 29 ans. Et à France Télé, à la retraite qui arrive. Et on essayait de me dire depuis des années, tu sais Patrick, tu devrais commencer à lever le pied. Et moi je voulais pas quoi. Donc moi j'ai dit, attends, Sarkozy, il a initié une loi, c'est 70 piges. Donc j'irai jusqu'à 70 ans. Mais les mecs qui font de la télé et qui se croient supérieurs, ils oublient d'où ils viennent, ils oublient qu'ils vont aux toilettes le matin. Je passe 2 heures chaque matin à répondre personnellement à tout le monde. Parce que je me dis, le mec ou la nana, elle a pris ou il a pris la peine de m'écrire quelque chose, je suis obligé de répondre quoi. Ce qui m'intéresse, c'est de partager les histoires des gens, de partager leur bonheur, mais surtout leur détresse, et naturellement de les serrer dans mes bras. Tu peux pas savoir aujourd'hui le nombre de gens que je serre dans mes bras. Je vis pour rencontrer des gens qui te donnent envie de les serrer dans les bras. Le reste, j'en ai plus rien à foutre. Comment on devient un excellent commentateur? Tu m'as tout de suite dit l'improvisation, c'est hyper important. Le script, oublie-le. Tes interviews, oublie-les. Et on commence et on est là pour s'amuser, passer un bon moment et être sans filet. C'est le genre de truc qu'il faut évidemment pas dire dans des écoles de journalisme, parce que tu leur fais perdre un max de pognon, parce qu'ils leur prennent 6000 boules par an pour rien en fait. Donc, parce que en réalité, je parle du commentaire, je parle pas du journalisme, parce qu'un commentateur n'est pas journaliste forcément. Bien sûr. Mais le commentateur, il l'a en lui ou il l'a pas. Donc, c'est compliqué d'apprendre à commenter parce que c'est un truc qui vient des tripes, quoi. Donc, soit tu l'as, soit tu l'as pas, quoi. Donc voilà, les écoles de commentateurs, j'y crois pas, moi. Ok, tu te vois plutôt comme un journaliste ou comme un commentateur? Les deux, ouais, je suis un peu schizo, moi. Donc, oui, j'ai tendance à aimer le commentaire et aussi aimer la critique du commentaire. Donc, quand je suis à chaud, je commente. Je prends un pied fou et je décolle complet. Mais quand je prends un peu de recul, je critique ce que j'ai fait. Donc, je me dis, mais vraiment, ce que tu as fait, c'est pas bien, quoi. C'est pas bien parce qu'un commentateur, surtout aujourd'hui, un commentateur n'est pas un journaliste. C'est-à-dire qu'il est tenu à vendre un produit. C'est un vendeur, c'est un commercial. Et ça n'a évidemment rien à voir avec le journalisme. Le journalisme où tu dois avoir une certaine distance, tu dois être capable d'analyser, d'investiguer, ce qui est évidemment pas du tout le cas du commentateur moderne d'aujourd'hui qui est obligé de vendre des produits même si c'est de la soupe. Hmm. Et surtout si c'est de la soupe. Du coup, je te pose pas la question de dans quelles chaussures tu préfères te retrouver. Bah, je veux dire, il y a ce côté spontané où le commentaire, c'est un peu une prise de drogue, si tu veux. C'est comme si je prenais de la cam et là, je décolle, je plane, je suis plus moi. Il m'est arrivé de me retrouver sur la table, debout, en train d'hurler, etc., sans me souvenir de la façon dont j'étais monté sur la table. Je parle en tribune de presse, ce qui évidemment fait mauvais genre. Et puis après, il y a le journalisme qui prend le dessus. Et moi, je m'intéresse aux gens. Je pense aimer les gens et je pense aimer leurs histoires. Et donc là, je rentre dans le raconter ces histoires. Et là, ça demande un travail de journalisme où tu te mets à l'écart. Et là, tu vas comprendre qu'il y a des mecs qui se mettent devant. Et ces mecs qui se mettent devant, bah, c'est pas des journalistes non plus. C'est des hommes de plateau, tu vois. Donc le journaliste, c'est quelqu'un qui se tient à l'écart et qui fait parler l'autre et qui met l'autre en valeur. Donc c'est un métier qui aujourd'hui est très décrié, mais c'est un métier qui est fantastique parce que c'est un métier d'amour des autres. Je suis d'accord. Et c'est censé être un métier désintéressé aussi. Et donc, c'est qui dit censé, désintéressé exactement, dit don d'amour. Exactement, parce que tous les gens aujourd'hui dont on parle, parce que c'est une petite famille, ils se cooptent tous les uns les autres,
tous ces gens-là ne sont pas des journalistes. Ce sont soit des commentateurs, soit des présentateurs, soit des soi-disant experts, mais ce ne sont pas des journalistes. T'as déjà pris de la cam? Jamais. Jamais. Si, je l'ai pris une fois. J'ai pris une fois. C'était quoi? Alors, je sais pas ce que c'était parce que la jeune femme qui m'a tendu ce truc-là, je n'ai pas demandé ce qu'il y avait dedans. J'ai eu tort d'ailleurs parce que. Vas-y, dis-moi, ça se fumait, ça se buvait? Ça se fumait. Ah, ok. Et ça se fumait. Et pour te dire la stricte vérité, elle m'avait invité chez elle. Et comme dit Michel Blanc, je me suis dit sur un malentendu. et donc, pour me mettre à l'aise, elle m'a proposé de fumer ça. Moi, je n'avais jamais fumé. Si, j'avais beaucoup fumé des cigarettes, mais rien d'autre. Et là, ça m'a paralysé. Je me suis retrouvé au sol. J'étais incapable de bouger, tu vois. Et je me suis dit, adieu, veaux, vaches, cochons couvés. Je pense que... Et effectivement, il ne s'est rien passé avec cette demoiselle. Et je suis rentré chez moi, mais je ne sais plus comment je suis rentré chez moi, tellement j'étais... je ne pouvais plus bouger, quoi. Donc, et j'ai paniqué, en fait. J'ai paniqué, je me suis dit, mais ce n'est pas possible, je vais mourir ici, etc. Et du coup, là, j'avais 18, 19 ans sur cette histoire-là. Je n'ai plus jamais touché la moindre drogue. Sauf celle du commentaire, évidemment. Je peux te dire effectivement que c'était du cannabis. C'est vrai. Je vois anxiété, je vois paralysie, je vois mais c'est incroyable. Amnésie un petit peu. C'est incroyable. Mais en fait, c'est marrant que tu compares du coup la drogue du commentateur avec toi, ton expérience. Enfin, après, peut-être tu compares avec la cam. Mais autant, moi, j'ai été cocaïnomane pendant 1 an de ma vie, tu vois. Ouais. Et ce que j'ai ressenti les 10 minutes avant que tu arrives, jusqu'à ce qu'on appuie sur le lancer, c'était assez similaire. Ah bon? Ouais, l'attente. Je suis excité, je sais que je vais passer un bon moment. Ouais. Attends, t'en sais rien. Ouais, j'attends que tu me cuisines et que tu me mettes quelques gifles, mais ouais, c'est assez similaire, cette envie d'y être, quoi. Eh ben, figure-toi que sans prendre de drogue, tu arrives à un état d'apesanteur, un état incroyable, par le seul fait de poser des paroles sur la musique que les athlètes de haut niveau nous proposent. Et ça, c'est un truc de dingue, parce que ces athlètes-là, qui sont sur la piste, qui sont en train de rentrer, qui sont en train de se préparer, de se mettre dans les blocs, tu les connais pas, tu connais leur nom, tu connais leur nationalité. S'ils sont français, tu as peut-être eu la chance de les choper dans un couloir ou à la cantine ou je sais pas où, mais en réalité, tu sais pas qui ils sont. Eh bien, c'est pas grave. Rien que le fait qu'ils se préparent à l'exploit, qu'ils se préparent à la performance, qu'ils se préparent à matcher les uns contre les autres, ça te met dans un état d'excitation, d'euphorie et d'apesanteur qui est juste incroyable. Donc à ceux qui se shootent, je leur dis, prenez ça parce que ça coûte pas cher, il suffit d'allumer la télé et de fermer le son parce que voilà, et commenter à la place du mec qui commente, et vous allez voir, c'est un truc de dingue, quoi. T'as jamais retrouvé autant de plaisir dans autre chose? Non, franchement non. Et puis je vais même aller très loin, quel que soit le plaisir dont tu parles, je n'ai... Non, mais sérieux, ça peut être le plaisir, ça peut être la parentalité, par exemple. Ça peut être, l'accouchement de sa femme, ça peut être plein de choses où les gens sont extatiques en disant « c'est fabuleux, j'ai assisté à l'accouchement de ma femme », mais c'est un... Bah non, je veux dire, moi, le plus grand pied que j'ai pris dans ma vie, c'est une finale du 100 mètres aux Jeux Olympiques, quoi. Laquelle? Bah écoute, je vais te dire, c'est en 1988. T'étais pas né, toi? Non, 90. Tu vois, voilà. T'avais moins de 2 ans. Mais je crois savoir de quoi tu parles. C'est vrai? Donc, 1988, Séoul, ce sont mes premiers Jeux Olympiques sur place. Le roi n'est pas mon cousin parce que je vais commenter. Je me fais 10 000 finales du 100 mètres avant d'arriver en Corée. J'arrive en Corée et là, boum, badaboum, grève. Pim! Grève de je sais pas qui. Donc, toujours est-il qu'à France Télévisions, à l'époque, c'est Antenne 2, les mecs ont fermé le robinet. Tu peux pas commenter. Donc, je te raconte pas mes copains, qui ne sont pas mes copains d'ailleurs, de la Une, qui dorment dans le même hôtel que nous et qui, tous les matins, disent « Alors les gars, en vacances ?»
Donc voilà. Et je vois le temps qui passe. Je vois la finale du 100 mètres qui va arriver. Et la grève est reconduite de jour en jour. Arrive le jour de la finale du 100 mètres. Et là, j'y tiens plus. Je me dis, alors que j'allais plus au stade, hein, là, je vais au stade. Ouais. Je me mets dans la position de commentaire. Je mets mon casque. J'essaye d'appeler Paris. Évidemment, il n'y a personne qui répond. À côté, je vois tous les confrères qui sont en train de s'exciter. Il y a Carl Lewis qui rentre sur la piste avec Ben Johnson. Ça va être le match du siècle. Et moi, pour mes premiers Jeux Olympiques en direct, eh bien, je ne suis pas invité. Alors, j'ai un téléphone à côté. J'ai un téléphone, le vieux téléphone pourri. Je prends mon téléphone. Il est 5h du matin à Paris. Je réveille un pote et je lui dis, écoute, moi, je suis désolé de te réveiller, mais il faut que je commente. Et pour lui seul, je commente la finale où Ben Johnson bat Carl Lewis avant de se faire choper pour dopage et d'être ramené comme un voyou à l'aéroport de Séoul. Voilà. Quelques jours après, en plus. Quelques jours après, comme un criminel, alors que ce pauvre type, c'est juste un pauvre type bègue qui est un peu bodybuildé et qui s'est fait choper par la patrouille, alors que tant d'autres, pour des raisons diverses et variées, ne se font pas choper par la patrouille. Pas trop vite, Patrick, on va y venir. On va y venir. Voilà. Non, mais à un moment donné, je vais t'amener sur ce terrain-là parce que ton avis m'intéresse. J'ai peut-être aussi 2-3 trucs. En tout cas, j'ai des opinions à te partager et j'aimerais te les confronter. C'était qui ce pote ? Il a eu un commentaire juste pour lui. Alors oui, c'était un élève en fait, parce que j'étais prof dans une première vie et j'avais un élève qui s'appelle Laurent. Et tu vois, moi, bon, tu m'as en face de toi, tu vois que je suis pas spécialement beau garçon. Et lui, c'était le mec qui était le beau gosse du lycée. Je l'avais dans ma classe, il foutait rien en classe, mais il attirait la lumière, tu vois. Et ce mec m'avait attiré aussi quelque part. Et je le portais un peu sous mon aile. Et naturellement, c'est lui que j'ai appelé ce jour-là. Pour lui commenter la finale, pour lui dire, tu vois, moi, mon pote, je suis capable aussi de faire un truc rien que pour toi. Voilà. Ok. C'est une belle histoire d'amitié. Oui, c'est une histoire d'amitié. C'est pas une histoire d'amour, parce que j'ai eu une histoire d'amour avec un garçon, mais c'est pas lui. Lui, c'était mon élève. Mais par contre, oui, aujourd'hui, c'est le parrain de mon fils, par exemple. Ah, ok. Eh bien, écoute, on l'embrasse. Bah oui, c'est un mec solaire, et comme tous les mecs solaires, il est insaisissable, mais c'est sympa. Ils sont chiants, les mecs solaires. Très chiants. Pour ça, j'ai toujours préféré la brume et la pluie au soleil. Bah, en athlé, ça fait des moins belles finales quand même. Ça dépend parce que si tu ramènes l'athlétisme à ce qu'il est originellement, c'est-à-dire une lutte d'homme à homme ou de femme à femme, et non pas une chasse au record, eh bien, tu as dans la boue, dans la pluie, dans la brume, tu as des duels absolument homériques. Salut, je suis désolé de t'interrompre juste avant de commencer l'épisode, mais j'ai découvert une stat de dingue qui m'a rendu fou sur Extraterrien. En effet, vous êtes plus de 85% à regarder nos interviews, nos épisodes, sans vous être abonné à la chaîne. Et pourtant, s'abonner, c'est probablement ce qui nous aide le plus à aller convaincre des athlètes exceptionnels de venir participer au podcast. Alors bien sûr, si c'est la première fois que t'écoutes Extraterrien, reste tranquille, on te demande rien. J'espère vraiment que tu vas aimer cet épisode. Et si à la fin ça t'a plu, mets-nous un petit commentaire ou un petit axe d'amélioration. On vous lit tous et on répond à tout le monde. Par contre, si c'est la 2e, 3e ou 4e fois que t'écoutes Extraterrien, ça serait peut-être le temps de t'abonner parce que t'aimes ce qu'on fait. Donc donne-nous un petit coup de pouce en cliquant sur s'abonner et en mettant la cloche. Pour me motiver, l'équipe elle m'a donné un challenge. Si on atteint les 100 000 abonnés, je m'inscris automatiquement à un 100 km. J'en ai jamais couru, j'ai jamais couru plus qu'un marathon, donc ça sera un vrai challenge et je vais tout documenter sur LinkedIn, sur YouTube et bien sûr en podcast. Donc si jamais t'as envie de me voir courir un 100 km, abonne-toi. Allez, on reprend l'épisode. T'as un souvenir d'une finale ou d'une compète sous la pluie qui t'aurait marqué? Parce que tu vois là, quand je regarde tous les beaux moments d'athlétisme avec le championnat du monde qui est souvent fin du mois de juillet, début du mois d'août, j'ai que des souvenirs en plein cagnard, tu vois. Ouais, ou même tu as même des souvenirs un peu moments historiques, tu vois, Derek Simon en 92 à Barcelone qui se claque et qui termine, il fait un cagnard pas possible. Derek Redmond.
Redmond, pardon. Pas Effectivement, grave, j'avais pas son grave. prénom, Tu mais peux l'appeler Simon, c'est pas un problème. Euh, Lui s'en fout, de toute façon. c'est vrai, c'est Je vrai. pense qu'il s'en fout. Mais c'est une belle image, c'est une très belle image. C'est son père qui va le chercher. Ouais, exactement. Et qui le protège Et et qui qui le l'empêche, qui le porte, qui le protège. Et moi, j'ai aussi le souvenir qu'il empêche les journalistes et les caméramans de s'approcher de lui. Bah oui, parce que c'est une histoire intime entre un père et son fils et qu'on n'a rien à voir là-dedans. Mais sauf que c'est en mondiovision, quoi. C'est tout. Ouais. Il y a des moments que tu as loupés. Oui, bien sûr. Bien sûr, il y a des moments que j'ai loupés. Je sais pas, il y a des moments où j'étais pas dedans. Il y a des moments où j'ai dit des conneries. On peut dire que ce sont des moments loupés, mais en réalité, l'échec fait partie du parcours. C'est ça, tout à l'heure, tu me dis, c'est un podcast qui s'intéresse à l'excellence. L'excellence, c'est quoi ? L'excellence, c'est un mélange de plein de choses. Et dans ces plein de choses-là, il y a l'échec aussi. C'est-à-dire que la personne qui pense que l'excellence, c'est toujours gagner, je pense que cette personne se trompe. Et les plus grands athlètes que j'ai eu l'honneur et le privilège de côtoyer sont toujours des athlètes qui ont intégré la défaite dans leur parcours. Parce que la défaite permet d'apprendre sur soi-même et permet de consolider un parcours. Celui qui gagne tout le temps, il va se trouver en définitive à un moment ou un autre extrêmement fragilisé parce qu'il ne saura pas perdre. Marie-Josée Pérec, par exemple, dont j'ai épousé la carrière, Marie-Jo a eu... Oui, non, je ne l'ai pas épousée elle, c'est dommage, mais bon, enfin... Je ne sais pas, mais bon, quelque part... Sébastien serait pas content. Ouais. Sébastien ne serait pas content, mais il le sait. Je veux dire, j'ai toujours dit que c'était quelque part la femme de ma vie. Mais bon, donc pour d'autres raisons. Mais donc Marie-Josée Pérec, c'est quelqu'un qui avait du mal à perdre. Et lorsqu'elle était à l'entrée de la dernière ligne droite et qu'elle ne se pensait pas en situation de gagner, alors elle relâchait l'effort. Non pas parce qu'elle le relâchait intentionnellement, mais c'était presque déjà quelque chose qui était inscrit dans son parcours, à savoir qu'à partir du moment où la première place s'échappe, on se relâche plus. Et ça, c'est dommage, parce qu'il y a eu plein d'autres exemples, et notamment celui de Floria Gay à Zurich, où au contraire, alors qu'elle était en situation de perdre, elle a toujours pensé qu'elle pouvait gagner. Et elle fait la plus belle course, probablement la plus belle course de l'athlétisme français. Pour moi, oui. Pour moi, oui. Pour moi, oui, parce que c'est une course collective, parce que c'est pas pour sa pomme, c'est pour Muriel Urtis qui tire sa révérence ce jour-là à Zurich. Et ce qu'a fait Floria Gay, c'est quelque chose qui restera inscrit à jamais dans l'histoire de l'athlète. Et notamment cette arrivée incroyable où cette fille casse sur la ligne pour gagner, alors qu'elle n'a jamais cassé de sa vie. Elle n'a jamais cassé de sa vie. Et elle me disait après, parce qu'on en a beaucoup parlé, je ne sais pas casser. Mon entraîneur m'a demandé 100 fois d'apprendre à casser. Je n'ai jamais appris à casser. Et ce jour-là, tu sais pas pourquoi, elle casse. Il y a du divin là-dedans. Il y a du divin, exactement. Moi, je crois beaucoup à ça. Je crois Tu crois en Dieu ? Non. Je crois pas en Dieu, mais je crois qu'il y a quelque chose. Tu vois, moi, j'ai perdu mon pote. Je te parlais d'une histoire d'amour. Je ne sais pas si on en parlera, mais je l'ai perdu il y a maintenant 18 et 25, tu vois, ça commence à en faire. 82 ? Ouais. J'ai perdu mon pote et je sais qu'il est là. Donc, et je sais qu'il est là, c'est pas une vue de l'esprit. Je sais qu'il est là, parce qu'il me le fait savoir tout le temps. Donc, oui, je crois à ça. Maintenant, le Père Noël, tout ça, Dieu, machin, non. Ça, c'est pour consoler les gens qui sont dans le désespoir et la tristesse. Et je comprends les gens qui croient. Mais moi, j'ai eu tellement de privilèges dans ma vie, j'ai tellement eu de la chance que non, j'y crois pas. Bah, tu sais, en fait, je t'ai posé une question piège, entre guillemets, ou en tout cas une question paradoxale, c'est que croire en Dieu, c'est effectivement, est-ce que tu crois en la présence de Dieu, ou est-ce que tu as choisi de croire en une religion, en des rites et c'est deux choses pour moi qui sont très distinctes. Très distinctes. Moi, alors à ce moment-là, si sur ce plan-là, oui, je crois en Dieu, mais je ne crois pas dans les religions que les hommes ont fabriquées pour nous compliquer la vie. Non, mais sérieux, je veux dire, aujourd'hui, heureusement, le sport reste protégé de ça, parce que quand tu cours, quand tu fais un effort, quand tu en chies, entre guillemets,
tu vas courir avec quelqu'un, tu vas pas t'intéresser à la religion de cette personne. Donc le sport reste encore une bulle qui préserve de tout ça. Mais pour le reste, qu'est-ce que nous apporte la religion aujourd'hui, si ce n'est des conflits en permanence, une discrimination, etc., qui n'a pas lieu d'être. On est tous des êtres humains, plus ou moins nés sous une bonne étoile. Point barre, c'est fini. Bah, c'est vrai c'est vrai sur l'échelle globale que si tu fais le bilan des religions, le bilan peut être considéré comme très négatif. Mais moi, quand je vois sur beaucoup d'individualités, je vois beaucoup de gens, tu vois, qui prêchent, qui prient, qui donnent de l'amour. Et c'est ça que je trouve très paradoxal et que j'arrive pas... Qui donnent de l'amour. Ah, je vois des gens qui donnent de l'amour, ouais. Je veux dire, aujourd'hui, tu as l'impression que les gens qui mettent la religion en priorité, est-ce que tu as l'impression qu'ils donnent donner de l'amour, ça veut dire donner de l'amour à tout le monde. Ça veut dire tendre la main, ça veut dire aller vers les gens qui sont malheureux, ça veut dire faire en sorte d'alléger leur souffrance et d'alléger leur malheur. Moi, j'ai pas cette impression-là. Franchement, je vois pas. Hein. Je veux dire, alors, il y a certainement des gens, bien sûr, qui font des choses magnifiques, mais ceux dont on parle, ceux qui prônent la religion comme une discrimination des uns vis-à-vis des autres, je vois pas en quoi ils apportent de l'amour à quiconque. Je vois pas. Bah pour moi, c'est un détournement et une utilisation malhonnête de ce qu'est la religion. Mais aujourd'hui, c'est ce que c'est devenu. Parce que, c'est vrai. Enfin, moi, je vois pas. Je veux dire, on peut prendre tous les exemples que tu veux. Moi, je ne fais aucune différence entre aucune religion. Pour moi, je les mets toutes sur le même plan. Et le constat que je fais aujourd'hui, c'est qu'elle divise plus qu'elle rassemble. Et moi, aujourd'hui, ce que je crois, c'est que les êtres humains doivent se rassembler autour de valeurs communes. Et le sport, à mon modeste niveau, la pratique du sport en est une. Ça, c'est vrai. Une fois sur un terrain, il n'y a plus de grands, il n'y a plus de petits, il n'y a plus de blacks, blancs, beurre, il n'y a plus de musulmans, de juifs, de catholiques. On s'en fout. Mais moi, quand j'étais gamin, à l'école, j'avais des potes. Jamais je me suis posé la question de savoir s'ils étaient blancs, rouges, noirs, s'ils étaient cathos, musulmans, juifs. Enfin, je me suis jamais posé cette question-là. C'est une question qu'on nous a fourrée dans le crâne depuis. Et Malraux disait le 21e siècle sera religieux ou ne sera pas. Je me souviens quand il avait dit ça, je me suis dit attends, le mec, il est temps qu'il passe la main, quoi. Et en fait, c'est lui qui a raison. C'est lui qui a raison. C'est vrai. Mais c'est effrayant. Jamais j'aurais pensé que la religion aurait ce poids-là. La religion, c'est quelque chose d'intime. Tu as le droit de croire, non seulement tu as le droit, mais c'est super, mais tu le gardes pour toi. Tu vas pas... Moi, les mecs qui arrivent sur un terrain, qui se signent 25 fois avant de rentrer sur un terrain, moi, je trouve ça scandaleux. Je trouve ça scandaleux. Tu gardes pour toi. Tu gardes pour toi ta religion. T'as pas à l'exposer, je veux dire. Tu peux exposer plein de choses, l'amour de l'autre notamment, mais ta religion, c'est de l'ordre de l'intime. Tu mets le doigt sur un truc où là, je me pose la question très souvent. J'ai pas autant de conviction que toi. Ouais, mais ça, heureusement, c'est bien. Mais effectivement, je trouve que là où tu as raison, c'est que le sport était vraiment un garde-fou de tout ça. Oui, c'est le dernier garde-fou. J'en connais pas d'autres. C'est le dernier. Dis-moi encore un, je vois pas. C'est le dernier. C'est le dernier. Et pourquoi ? Parce que lorsque tu es dans l'effort, tout ce formatage qu'on t'a infligé quelque part, tout au long de ta vie, ce formatage, il vole en éclats. Il est mis entre parenthèses. Il est mis entre parenthèses. Parce que quand tu vas au bout, quand t'en peux plus, etc., t'as pas le temps de te rééquilibrer avec tous ces trucs-là. Tu deviens toi-même, tu reviens à l'essentiel. Et l'essentiel, c'est ta survie. Et ta survie, elle dépend aussi du mec qui est à côté de toi. Parce que si tu te casses la gueule, tu seras content que le mec à côté de toi, il te tende la main. Peu importe sa couleur, peu importe sa religion, tu veux même pas le savoir. Moi, je crois à ça. C'est pour ça que j'aime le sport. Et c'est pour ça que le sport de haut niveau, aujourd'hui, m'attire plus. Et qu'aujourd'hui, le seul sport qui m'attire... Ben non, bien sûr que non. Parce qu'aujourd'hui, le sport de haut niveau est beaucoup trop formaté, beaucoup trop dépendant d'intérêts qui vont au-delà des valeurs dont je te parle. Moi, ce qui m'intéresse aujourd'hui, c'est l'humain. Et dans le sportif de haut niveau, à de rares exceptions, tu le rencontres plus, l'humain. Qu'est-ce que j'ai, moi ? Qu'est-ce que je vais arriver aujourd'hui avec ma petite retraite de France Télévisions vis-à-vis d'un footballeur qui gagne en un mois ce que je n'ai pas gagné dans ma vie ? Qu'est-ce que je peux avoir comme vraie relation avec un gamin
qui connaît pas le prix du ticket de métro, qui connaît pas le prix du pain, et c'est pas de sa faute. C'est juste qu'on l'a mis dans cette situation-là. Qu'est-ce que je peux avoir en commun avec lui ? Alors, il y a des exceptions, il y a des gens extraordinaires, et j'en ai rencontré quelques-uns dans ma vie. Mais le tout venant, la grande majorité, le fossé, il est terrible. Aujourd'hui, moi, je parlais avec des copains qui sont sur le foot. Il n'y a plus de rapport. Tu parles plus avec un joueur de football. Tu parles plus. De quoi tu veux parler ? Je veux dire, on n'est plus sur la même planète. Il y a un souci. Avec le football, là, je suis d'accord. Il y a un gros souci. Mais pour moi, le football, ça reste un microcosme. Tu vois, c'est un sport parmi tant d'autres. Oui, mais c'est celui qui fait rêver les gamins. Non, mais c'est vrai qu'en termes d'éducation et en termes de valeurs et d'image, ça pose un gros souci parce que c'est la bulle la plus grosse qu'on ait jamais vue, tu vois. Bulle financière, bulle de comportement, bulle de psychologie. Mais tu vois, toi, tu as vu l'athlétisme, tu vois, c'est quand même différent. Non, Sur des finales de 100 mètres. Mais non, moi peut-être pas aux 100 mètres, mais tu vois, tu te mets sur la finale du 1500. Oui. Bon, il y a des smicards sur la finale du 1500. Sur la finale du 1500, de finale de quoi ? Des championnats de France ? Oui. Sur la finale des Jeux Olympiques ? Non. Oui, il faut savoir de quelle finale on parle. Maintenant, effectivement, finale du 1500, tu prends Hicham El Guerrouj. Hicham El Guerrouj, il est marocain. Il a une éducation, il a des valeurs. Et effectivement, avec Hicham, tu peux parler. Tu peux parler alors qu'il a, au moment où je te parle, il a toujours le record du monde du 1500 mètres. Donc, c'est un extraterrien, pour reprendre ta formule. Mais c'est un mec avec qui on peut parler, c'est un mec avec qui on peut échanger, c'est un mec qu'on peut prendre dans ses bras. Mais ça, c'est l'exception. C'est les gens dont je te parle qui sont une petite poignée. Mais le tout venant, même en athlétisme, tu peux pas discuter avec eux. Tu peux plus. On n'est plus sur la même planète. Alors, ils gagnent pas ce que gagnent les footballeurs, bien sûr. Mais les têtes d'affiche. Et en plus, autour, excuse-moi, mais autour, tu as tout un microcosme. Tu as l'agent, tu as le juriste, tu as l'entraîneur, tu as le président de la Fédé, tu as le mec avec qui il a signé un contrat pour un film, etc. Mais tous ces mecs-là, ils te font un barrage, tu peux pas y aller. Même si l'athlète en question est prêt à échanger avec toi et à partager un moment de ta vie, tu as tous ces gens-là qui tournent autour, qui se payent sur la bête et qui ont tout intérêt à t'empêcher de passer. C'est vrai, ça je le constate aussi, mais est-ce que tu penses pas que les athlètes ont aussi un peu peur des médias ? Oui, bien sûr, parce qu'aujourd'hui... Ils gagnent leur argent avec la communication. Mais bien sûr, mais aujourd'hui, tu vois avec les réseaux, je veux dire, tu dis un mot de travers et bim, badaboum, ta carrière, elle est foutue, quoi. Je suis bien placé pour t'en parler. Donc, je comprends qu'ils soient méfiants, bien sûr. Mais encore une fois, ce ne sont pas des responsables. Moi, je ne dis pas que l'athlète est responsable. L'athlète, c'est un gamin. Parce que, bon, l'athlète, sa période de forme, si tu prends en moyenne sur les sports, c'est entre 20 et 30 ans. Et entre 20 et 30 ans, tu es encore un gamin. Tu es un jeune homme. C'est vrai. Tu es encore un jeune homme. En plus, tu n'as pas toujours eu la chance de faire des études parce que tu avais le sport qui te prenait de plus en plus tôt et de plus en plus longtemps. Et par conséquent, tu es quelqu'un de fragile. Alors, je parle en moyenne. Tu es quelqu'un d'influençable et tu es quelqu'un qui attire tous ceux qui ont intérêt à se payer sur la bête. Et voilà, donc moi, je pense pas que l'athlète soit responsable. Je pense, et ce sera peut-être le propos tout à l'heure quand tu aborderas le dopage, je pense que l'athlète est une victime. Je pense que l'athlète est une victime. Et voilà. Mais après, moi, ce qui m'intéresse aujourd'hui sur la dernière partie de ma vie, c'est d'échanger avec les gens. C'est de partager un moment. Et je dis aujourd'hui, tu partages plus un moment avec un athlète de haut niveau. Interviewé en podcast. Oui, mais... non, mais attends, il faut que j'appelle l'agent. Oui. T'as de l'argent un peu ? Comment tu comptes faire et tout ? J'ai jamais payé un seul athlète. C'est vrai ? Jamais, il en est hors de question. Et tu as eu tous les meilleurs ? On en reparlera quand j'aurai Zizou, mais tu vois... Mais Zizou, je pense que il fait partie des gens dont je te parlais. Ah, mais c'est confirmé. J'ai lu toutes ses biographies. C'est un type, même multimillionnaire, même avec une Coupe du Monde, une Coupe d'Europe, des Ballons d'Or, il continuait de faire ses courses à Décathlon avec des lunettes de soleil et une casquette. Je me fais pas... Je suis... Voilà, il y a des exceptions. Et je pense que Zizou fait partie de ces exceptions. Bon, en tout cas... si on nous demande un billet, ça arrivé 2-3 fois, déjà moi ça me refroidit. Bah oui.
Normal. Parce que moi, je lui dis, écoute, mon coco, il y a 8 personnes qui vont bosser sur ton épisode. On va te faire un tapis rouge et on va faire toute ta communication. Tu vas rien faire. Donc, c'est plutôt à toi de nous payer. Première chose. Première chose, mon coco. Et deuxième chose, j'ai la conviction que si jamais on le fait, on se met à le faire une fois, on va le faire 2 fois. Et puis après, ça va être très compliqué de rentrer dans cet engrenage. Et après, la dernière solution qu'on peut avoir, c'est de le faire passer sur le coup des contrats sponsoring. Tu vois. Ça, c'est un truc que tu peux faire. Ouais. Mais bon, dès que tu commences à rentrer dans des histoires de pognon, laisse tomber. C'est plus chiant. C'est plus Moi, chiant. j'ai un souvenir par rapport à ça. Mark Spitz, t'as connu ou pas? De nom. Donc, j'ai vu quelques vieilles images. Bon, alors, Jeux Olympiques de Munich, le mec, il ramasse 7 médailles d'or, tu vois, et il rentre. C'est le Léon Marchand de l'époque, tu vois. Bon. Et 92 Barcelone, les Jeux, donc 20 ans après. Mark Spitz dit, comme les Américains, ils adorent ces histoires-là, I'm going to come back, je vais revenir, etc. Bon, très bien. Et on m'envoie aux États-Unis pour faire l'interview de Mark Spitz, son comeback à l'université du UCLA à Los Angeles. Et donc j'arrive au bord du bassin et le dénommé Mark Spitz est en train de faire quelques longueurs. Il sort du truc, il sort du bassin. Il y a une nana qui lui dit à l'oreille, le Frenchie est là. Il vient me voir et il me dit $20 000 pour l'interview. Alors j'ai dit excuse me, mais nous on n'avait pas dealé ça comme ça. Moi on m'a dit que c'était gratos. De toute façon France Télé ils payent jamais, donc c'est un peu comme toi, tu vois, on paye pas les trucs. Mais je le fais pas par radinerie aussi. Ah mais France Télé c'est pas radin. Attention, non, c'est un problème de principe. Non. Oui, je pense qu'il y a du principe, ouais. C'est un principe. Bon, c'est un principe qui permet quand même d'économiser du pognon, hein, c'est sûr. Mais c'est un principe. Non, là c'est un principe. Ah, parce qu'après tu deviens la vache à lait de. Tu vois, une fois que ça sait qu'on peut te prendre de l'argent, tout le monde en profite. Bien sûr. Donc je lui dis no way. Et là il se bloque complet, il se barre. J'appelle la télé, j'appelle Gérard Rolls qui m'avait filé le tuyau. Je lui dis GG, ça va pas, je suis venu aux États-Unis pour rien, l'autre il veut 20 000 boules, quoi, tu vois. Non mais c'est vrai. Alors Gérard, tu peux les payer en ticket resto. Voilà, c'est bon. Gérard, il appelle la nana de Washington qui avait, ouais, c'est ça. Et on repasse par le beau-père en question, enfin c'est compliqué, mais toujours est-il que je vois le dénommé Mark Spitz qui a son téléphone vibre, c'est son beau-père au téléphone qui lui dit « Attends, sois cool mec, moi j'ai dit que c'était gratuit. » Donc ils discutent pendant un certain temps. Et finalement Mark Spitz revient vers moi, le visage fermé, sombre, et il me dit « Ok ». Il me fait la gueule et tout, donc on installe le matos. Et dès que la caméra... le rouge est mis sur la caméra. Le mec, grosse banane. Ah, salut les mecs et tout, c'est Mark Spitz. Je suis très très heureux d'être dans Stade 2 dimanche. Ça va être super et tout. Il me fait un numéro. Alors, il le fait en anglais, mais moi, je peux le faire en français. Donc, on fait l'interview. La caméra s'éteint. Le mec, il me tourne le dos, me serre pas la main et il se barre. Voilà, c'est ça le truc, tu vois. Donc, comment tu veux partir en vacances avec des mecs comme ça? Enfin, je veux dire, c'est pas sérieux, quoi. Tu vois, je veux dire... Bah lui, clairement, je l'inviterais pas. Tu voilà. Tu dois en avoir 10 000. Bah, j'en ai 10 000, mais là, je t'en fais une comme ça, c'est pour le fun. C'est qui là? Allez, si on devait faire un top 3 des pires crevures. On n'est pas obligé de citer des Français. Crevures, non mais crevures, sinon, c'est quoi? Sinon, on va se faire des ennemis. Mais... Bah, c'est pas des crevures, mais c'est des gens... alors, la crevure, ça veut rien dire, parce que t'as des gens, des fois, tu rencontres, tu dis, putain, celui-là, vraiment, Montel, c'est un sale con, machin, je l'ai vu et tout. Et puis l'autre te dit, bah non, je comprends pas. Moi, non, Montel, mais par toi, ton avis. Toi, ceux où t'as eu une très mauvaise image et tu t'es dit, ces gars-là, on pourrait me payer 50 000 balles pour partir en vacances, je dirais non. Le pire de tout, pour moi, c'est d'aimer quelqu'un et de ne pas être aimé en retour, tu vois. Et en fait, tu n'aimes pas quelqu'un pour qu'il t'aime, mais quand tu aimes quelqu'un et qu'il te renvoie une image négative sur toi, tu te dis putain quand même. Alors je vais te donner l'exemple quand même. C'est beau parce que je me suis dit quel pro, comment il m'a retourné ma question là avec une super punchline. Non mais c'est vrai, je veux dire. Non, t'es bon. J'ai tout ça à apprendre. Un jour, je me suis réveillé, je me réveille tôt le matin, tu vois, et je regarde les réseaux et tout, et je vois sur Twitter, d'habitude, tu vois, j'ai 2, 3 trucs, des fois 10, mais bon, vraiment,
Je suis très léger sur Twitter et je suis content d'être léger parce que pour moi, c'est le réseau le plus pourri qui existe. Mais bon, ça, c'est mon point de vue. Hein. Donc, et ce jour-là, je me réveille sur Twitter. À l'époque, c'était vraiment Twitter. Et je vois, je sais pas combien de centaines de trucs. Je me dis, putain, qu'est-ce qui s'est passé et tout. Et je m'aperçois que Kevin Mayer m'a dégommé, mais d'une manière incroyable. Moi, Kevin Mayer, c'est quelqu'un que j'aime, tu vois. C'est quelqu'un que j'aime parce que c'est un bel athlète. Et puis, c'est un garçon que j'avais eu l'occasion de connaître depuis ses débuts, tu vois. Et c'est quelqu'un que j'apprécie. C'est quelqu'un que... Oui, c'est quelqu'un qui me touche parce que c'est un décathlonien, parce que c'est une belle école, parce que c'est un bon mec, etc., etc. Je vais même te raconter, je veux dire, Kevin Mayer, on s'embrassait, quoi, tu vois. Donc, c'était quand même sympa. Et du jour au lendemain, sans préavis, sans m'avertir en quoi que ce soit, sans m'envoyer un SMS, sans tout ce que tu veux, le mec, il me déchire, quoi. Il me déchire parce que T'as parlé de dopage. Parce que j'ai parlé du dopage. Et qui s'est senti visé alors qu'à aucun moment, j'ai pensé j'ai pensé à Kevin Mayer quand je faisais ma diatribe sur le dopage. Qu'est-ce que je disais ? Je disais, le dopage... Mais c'était c'était pas longtemps après une de ces médailles ? Non, pas du tout, rien à voir. Okay. Rien à voir, mais rien. Je veux dire, c'était par rapport aux marathoniens, par rapport à une copine qui fait du marathon et qui s'est fait choper par la patrouille. Donc, j'ai pris la défense de ma copine, je me souviens. Comme tu prendrais la défense d'un pote à toi qui a fait une connerie, qui a fait une belle connerie, qui va être suspendu pendant 4 ans, et c'est normal, C'est la règle du jeu. Et c'est la règle du jeu. Elle a joué, elle a perdu, elle paye. On est d'accord. Même si il y a plein de choses à dire autour. Peu importe. Allons-y, c'est le moment, je pense. Non, mais voilà. Donc, attends, je termine mon truc. Donc, elle paye. Ça suffit, l'ambulance. On tire pas sur les ambulances. C'est facile de tirer sur des mecs qui sont à terre. Attends que le mec soit debout et après, si vraiment tu as les couilles, tu l'affrontes, tu vois. Elle est à terre. On ne tire pas sur les gens à terre. Elle a payé, tac, terminé. Et derrière, je dis cette phrase que je redis aujourd'hui, que je redirai jusqu'à ma mort, le dopage est consubstantiel du sport de haut niveau. Point barre. Ça ne veut pas dire que tous les sportifs de haut niveau se dopent. Ça veut dire que le dopage est une tentation qui est exacerbée par un certain nombre de gens qui gravitent autour de l'athlète et qui ont tout intérêt à ce que l'athlète performe. Point. Terminé. Là-dessus, Kevin Mayer, je ne sais pas s'il a écouté ce que j'ai dit ou si on lui a rapporté ce que j'ai dit. Toujours est-il qu'il rue dans les brancards et qu'il me taille un short magnifique. Et moi, le matin, avec mon petit déjeuner, j'ai juste envie de gerber parce que je me dis, mais c'est pas possible ce qui me tombe sur la tête, quoi. C'est pas possible parce que c'est pas ce que j'ai dit, quoi. J'ai jamais dit que tous les athlètes de haut niveau étaient dopés. Je veux dire, mais comment j'aurais pu dire une connerie pareille ? Je dis des conneries, mais je peux pas dire de telles conneries. Donc, je suis triste, j'ai envie de pleurer, je pleure, je pense. Et c'est le début de la fin pour moi. C'est ça qui a tout... Ah, bien sûr. Donc, je comprends pas. Je comprends qu'il soit fâché. Je comprends qu'il ait mal compris. Je comprends qu'il ait mal interprété, mais je comprends pas qu'il m'ait pas appelé. Je comprends pas qu'il m'ait dit « Attends, qu'est-ce que c'est ce bordel là ? T'as dit quoi là ?» À aucun moment. J'ai essayé 100 fois d'aller vers lui, j'ai essayé 100 fois de réparer les choses, de lui expliquer ce que je t'explique aujourd'hui, et j'ai jamais pu le faire. Et après, je me suis dit, à quoi bon détester les gens ? À quoi bon dire celui-là, il est comme ci ou comme ça ? Qu'est-ce que ça m'apporte à moi ? Ça m'apporte du négatif. Donc j'ai dit, non seulement j'ai pardonné, non seulement j'ai oublié, en tout cas j'ai essayé, mais en plus je suis devenu, comme j'étais avant, le premier supporter de Kevin Mayer. Et tous ces échecs qu'il a connus derrière son heure de gloire, m'ont fait souffrir parce que je sais que cet homme-là méritait infiniment mieux que toutes les blessures qu'il a eues sur son parcours et qui ont fait que sa carrière a été écornée. Et aujourd'hui encore, je garde de Kevin l'image que j'avais de lui avant, c'est-à-dire une image d'un garçon bien que j'avais envie d'embrasser quand je le voyais. Voilà. Et je ne suis pas chrétien pour ça. Je suis juste, aujourd'hui, pris par le temps, concentré sur les choses positives. C'est tout. Bien sûr. C'est marrant, enfin... Déjà, merci de partager cette histoire. Je pense qu'on sent qu'il y a beaucoup d'émotions, il y a de sincérité. Bien sûr. Il y a une pointe d'amertume aussi d'avoir perdu un pote ou perdu quelqu'un que j'ai...
d'aimer bien quelqu'un et de pas être aimé en retour, ouais, c'est vachement dur. Ouais, c'est vachement dur. Moi, tu veux te dire un autre truc qui m'est arrivé et que j'ai eu plein de patrons dans mon service. Tu vois, j'ai eu plein de patrons et avec les patrons du service des sports, il y avait cette distance qui fait que tu savais jamais vraiment ce qu'ils pensaient de toi. Un jour, j'ai eu Charles Bietri comme patron. Charles Bietri qui aujourd'hui lutte contre la mort. Là, hein, d'accord. Charles, un jour, il a voulu prendre un rédacteur en chef adjoint. Et tu sais, dans le service public, quand tu es rédacteur, si tu postules, donc il faut que tu postules. Et si tu postules, le patron est obligé de te recevoir, même si dans sa tête, il a une autre idée, si tu veux. Et donc, il m'a reçu. Il m'a reçu parce qu'on était 8 ou 9 à avoir postulé, et donc il m'a reçu. Et je suis rentré dans son bureau, et d'entrée de jeu, il m'a dit, écoute, je voulais te dire, je ne te prendrai pas. Je ne te choisirai pas. Je lui ai dit, Charles, pourquoi je ne fais pas l'affaire, je ne suis pas compétent, etc. Il m'a dit, non seulement tu es compétent, mais de tous ceux qui ont postulé, tu es le plus compétent. Alors je lui ai dit, mais pourquoi tu ne me prends pas? Il me dit, parce que je ne t'aime pas. Et ça a été une révélation pour moi. C'est-à-dire qu'à partir du moment où il m'a dit ça, je me suis dit, putain, c'est un mec bien. C'est un mec bien parce que c'est un mec qui te dit les choses en face, tu vois. Et pendant toute ma vie, moi, je me suis heurté à des faux semblants, à des gens qui disaient « Ouais, super ce que tu fais et tout », et qui derrière te canardaient, tu vois. Bietri, Charles, je veux dire, à partir de ce jour-là, je l'ai aimé plus que tous les autres parce qu'il a eu les couilles de me dire en face pourquoi il ne me prenait pas. Et quand dans ton parcours professionnel, je ne sais pas si ça t'est arrivé, mais moi, je me suis pris un maximum de gadins. Et à chaque fois, on m'a trouvé des excuses bidons. Tu vois. On m'a jamais dit les choses en face. Et là, le seul mec qui m'ait dit la vérité, sa vérité, c'est Charles Bietri. Et pour cela, je l'aime vrai toute ma vie. Parce qu'il m'a dit, il s'est pas dérobé, si tu veux. Ouais. Bah, ton histoire, elle me fait vraiment penser à une idée, en tout cas, enfin, une conviction que j'ai, qui est qu'aujourd'hui, au XXIe siècle, le courage et l'honnêteté sont devenus rares. C'est vrai. Et moi, c'est des choses que j'essaye de transmettre à mes enfants, d'avoir le courage. Ouais. Et j'aime bien, il y a un dicton qui dit, le plus tu as de conversations difficiles dans ta vie, le plus ta vie deviendra facile. Et ça, j'aime beaucoup le dire, tu vois, ne pas avoir peur d'avoir des conditions très difficiles. Qu'est-ce qui s'est passé pour toi après avoir fait cette prise de parole sur le dopage? Bah écoute, après je pense que on m'a si tu veux, j'avais 67 ans. D'accord? J'avais 67 ans à l'époque et 67 ans. Enfin, moi, j'en ai 29 en fait. Mais non, mais oui, t'as une énergie de dingue. J'allais dire, mais qu'est-ce que tu fais? Tu fais des bains froids? Tu te couches tous les soirs à 20h? Comment tu fais? J'ai 29 ans. Et le problème, c'est que je suis le seul à penser que j'ai 29 ans. Donc, sur mon état civil, il y avait marqué 67 piges. Et à France Télé, tu as la retraite qui arrive, quoi. Et on essayait de me dire depuis des années, tu sais, Patrick, tu devrais commencer à lever le pied, tu devrais commencer à... tu pourrais faire ceci, tu pourrais faire cela, tu pourrais t'occuper de tes petits-enfants, etc. Ça serait cool, machin. Et moi, je voulais pas, quoi. Donc, moi, j'ai dit, attends, Sarkozy, il a fait une loi, enfin, en tout cas, il a initié une loi, c'est 70 piges. Donc, j'irai jusqu'à 70 ans. Sauf que j'ai fait ce dérapage à 67, que la télé avait besoin de dégraisser, je pense, un peu le mammouth, si tu veux, et que je faisais partie du truc, quoi. Donc, si tu veux, voilà, je pense que ils se sont servis de ça pour m'expliquer qu'il fallait que je parte. Donc, ça a été une souffrance terrible. Tu sais, je sais pas si tu es tombé amoureux dans ta vie, toi, tu vois. Plusieurs fois, ouais. Plusieurs fois, et que si tu as été plaqué, surtout. Ouais, aussi. Et ben voilà. Trompé. J'ai retrouvé un mec dans mon lit une fois. Bah voilà. Donc, moi, j'ai retrouvé un micro dans mon lit, tu vois, tenu par un mec qui est pour rien, parce qu'il était là pour me remplacer, le mec, tu vois. C'est pareil. Il a envie. Mais non, mais c'est pareil. Je veux dire, le mec, je vais pas lui en vouloir. Tu vois, Alexandre Pasteur, pour pas le nommer. Alex, je l'aime bien. Je veux dire, le mec, on lui a proposé ma place, il allait pas dire non, tu vois. Donc, j'ai retrouvé donc Alexandre Pasteur dans mon lit, tu vois. Donc, la rupture a été douloureuse. J'étais le cocu, je le savais pas.
Voilà, mais c'est la vie, quoi. C'est la vie. Et je vais te dire un truc, je sais pas si tu avais vécu ça comme ça, mais tout ce qui t'arrive comme ça dans la vie, tous ces coups de poing dans la gueule que tu prends, sur le coup, c'est horrible. Tu te dis, je m'en mettrai jamais. Mais avec le recul, une fois que c'est fini, une fois que tu as digéré, tu t'aperçois que c'était un bien. Tu t'aperçois que c'était bien que ça soit arrivé. Parce que si ça m'était pas arrivé, je serais devenu un vieux con, tu vois, sans possibilité de rebond, tu vois. Là, grâce à ce truc, grâce à France Télé, qui m'a quand même nourri pendant 35 ans, hein, et à qui je dois vraiment toute cette carrière, grâce à eux, eh ben, j'ai pu rebondir et entamer une autre vie. Donc, finalement, c'est comme pour Kevin Mayer, je les remercie, quoi. Ouais, tu t'éclates. Et tu sais, pour en revenir sur l'excellence et sur les échecs, tu vois, c'est une façon de... Ce rebond que tu es en train de faire et ce que tu es en train de créer, je trouve, actuellement, et je te suis sur les réseaux et je vois et je me dis, tiens, franchement, c'est cool, tu vois, c'est marrant, c'est fait avec ton style, ta patte, ton unicité, tout ce qu'on adore, tu vois. Bah, je me dis, ouais, c'est un beau rebond, c'est un apprentissage. Sinon, tu serais resté sur tes louanges, hein, aussi, hein, peut-être. Mais ouais, mais j'aurais jamais... tu sais, quand j'ai arrêté le commentaire, forcé, donc... j'ai eu une copine qui m'a sauvé, quoi. Je connais pas son prénom, par contre. Mais bon, je connais son nom. Son nom, c'est Covid. Et Mademoiselle Covid, elle m'a sauvé. Pourquoi ? Parce qu'elle a arrêté tout le sport. Il n'y avait plus de sport. Donc moi, j'avais été viré. Et elle me disait, tu vois, ils t'ont viré. Eh ben, j'arrête tout. Ils n'auront plus rien. Ils n'auront plus de Coupe du Monde. Ils n'auront plus de Jeux Olympiques. Il n'y aura plus de foot. Il n'y aura plus de rugby. Il n'y aura plus rien. Et plus d'athlètes. Donc, j'ai pas cru, si tu veux. Mais c'est vrai. Elle a réussi à supprimer les Jeux, quand même, Mademoiselle Covid. C'est quand même extraordinaire. Donc, ça m'a permis de récupérer, si tu veux. Et comme les gens, ils étaient accros, parce que je te disais que c'est de la cam, c'est vraiment de la cam. Comme les gens, ils étaient accros, ils se sont ressortis les vieilles vidéos. S'il n'y avait plus de sport. Donc, ils ont sorti les vieilles vidéos. Et comme moi, j'ai aboyé pendant 30 piges, il y a eu des vidéos de moi qui sont ressorties. Donc, j'étais encore vivant. Et je me suis dit, putain, je suis vivant. Donc, attends, t'es vivant, mon pote. Tu te relèves et tu fais un truc. Et c'est reparti comme ça. Mais, ouais, il y a toute chose, malheur est bon, quoi, tu vois. On parle un peu de dopage et après on parle de ce que tu fais après. Ouais, mais on parle de ce que tu veux. On peut parler on peut parler de plein de choses. Hein. Est-ce que tu connais le dilemme de Goldman ? Jean-Jacques ? Non. C'est dommage parce que Jean-Jacques, j'adore. Hein. Non, je ne connais pas le dilemme de Goldman, mais tu vas m'en parler. Alors, c'est un journaliste sportif dans les années 80 aux États-Unis qui, selon son livre, il a fait énormément d'interviews, comme toi. Je ne vais pas me comparer, comme moi, je me compare. Et à la fin de chacune de ces interviews, un peu comme aujourd'hui, il disait son dilemme, qui était, je te donne une pilule. Pendant 5 ans, tu vas tout gagner. Personne ne le saura jamais. Tu vas gagner des fortunes, tu auras la médaille d'or tout le temps. Personne ne le saura jamais, mais par contre, dans 5 ans, tu meurs. Tu meurs. La connais finalement. Est-ce que tu la prends ou tu la prends pas ? Bien sûr. Tu connais les résultats de l'expérience ? Bien sûr. Il y a une majorité de gamins qui disent qu'ils la prennent. Je crois que c'est 1 sur 2. Ouais, ouais, bien sûr. 1 sur 2. Mais c'est normal, parce que quand tu as 20 ans, tu es immortel. Quand je te dis, si tu as 20 ans, je te dis, Barthélemy, tu vas mourir à 40 ans avec tes conneries là. Mais tu me dis, mon pote, mais à 40 ans, je serai un vieillard, j'en ai rien à foutre. C'est quand tu arrives à 40 ans que tu t'aperçois que tu n'es pas un vieillard. Et voilà, mais c'est normal. C'est normal. Culturellement, c'est normal. Quand tu vas au Kenya, parce qu'en fait, quand j'ai dénoncé le dopage, c'était au Kenya. Je revenais du Kenya. J'avais vu que les mecs, la drogue était en vente libre dans les pharmacies. Que les mecs, ouais. Mais bien sûr. Que les mecs... C'est quoi ? C'est de l'EPO ? C'est l'EPO. Donc, tu pouvais l'avoir sans ordonnance en pharmacie. C'est ça qui m'a tué. C'est pour ça que j'ai gueulé. Et en fait, quand tu te mets à la place du Kenyan, quand tu les vois courir tous les mardis, tous les vendredis, ils font des courses, ils sont 1000 au départ, et ils s'arrachent la gueule pour sortir, pour être le premier, parce que tu as tous les scouts, là, tu as tous les Européens qui sont là avec leurs calepins, et qui repèrent le Kenyan de demain, tu vois. Et les mômes, ils se déchirent la gueule pour pouvoir avoir un mec qui va s'intéresser à eux, les amener en Europe, faire de l'argent, ramener l'argent, et faire vivre leur village. Le scout, il vient d'où ? Il vient d'Europe. C'est une marque. Non, les scouts, c'est des gens qui sont payés par des marques
Ah, ok. Oui, Donc, c'est des ça. représentants de marque. C'est des représentants, ou alors c'est des salariés, ou alors c'est des pigistes. Ils travaillent pour Adidas, pour Nike, pour tous ces trucs-là. Et ils disent, ah là j'ai remarqué, je suis allé à Iten au Kenya, j'ai vu un gamin, putain c'est un futur grand, etc. Donc ils le font signer, ils le ramènent en Europe, ils lui font courir, plus ou moins. Mais là, il a plus le droit de passer à la pharmacie, normalement. Alors après, je ne sais pas comment ça se passe, mais moi ce que je te dis, c'est quand il est au Kenya, la pharmacie, elle est ouverte. Après, je ne sais pas comment ça se passe et je me garderai bien de le dire parce que ce que je sais pas, ce que je sais en revanche, c'est que j'ai vu de mes yeux comment ça se passait au niveau du Kenya. Donc voilà. Et après, tu te dis pourquoi le gamin il prend ça. Est-ce que c'est pour tricher? Est-ce que c'est pour avoir une médaille? Ou est-ce que c'est pour faire bouffer son village? C'est ça la question. Parce que nous, on est bien. Nous, on a le 4x4, on emmène les gamins à l'école. Je veux dire, il y a 200 mètres à faire à pied, tu prends ton SUV. Mais eux, moi, j'ai vu des gamins encore aujourd'hui. J'ai vu des gamins faire 20 bornes par jour pour aller à l'école, en courant. J'ai vu ça. Donc, que ce soit au Kenya, que ce soit en Éthiopie. Donc, tu peux te poser des vraies questions. Je veux dire, aujourd'hui, le gamin, l'Eldorado, c'est l'Europe. Et l'Europe, c'est la garantie de faire du pognon. Et faire du pognon, c'est la garantie de vivre mieux que ce qu'ils vivent aujourd'hui et que ses parents ont vécu. Donc, comment tu vas les condamner? Comment tu vas leur couper la tête? Parce que c'est facile de dire, ouais, d'accord, il a triché, allez, terminé, salut. Il faut aussi savoir pourquoi il a triché. Quels sont les intérêts autour qui font qu'on peut l'encourager quelque part, même si on ne l'encourage pas d'une manière verbale, mais qu'on peut l'encourager globalement, le système l'encourage à se doper. Et les Européens qui vont au Kenya? Et les Européens qui vont au Kenya, les Européens qui sont en stage. Ouais. Ils font ce qu'ils veulent, les mecs. Hein. Ils savent. Voilà. Donc, ma copine en question, effectivement, elle s'est fait choper. Donc, est-ce qu'elle a pris au Kenya? Est-ce qu'elle a pris ailleurs? Je ne sais pas. Toujours est-il qu'elle a pris 4 ans. Voilà. Et j'ai rien à dire là-dessus. Elle a essayé de revenir. Elle a essayé, mais tu sais, quand tu t'arrêtes 4 ans de courir, c'est compliqué. En plus, elle a eu 2 enfants. Enfin bon. Mais tu changes de vie. Tu changes de vie. Bon. Mais moi, ça m'empêche pas. Elle s'est chargée. Elle a payé cher, très cher, mais ça change pas. C'est toujours ma copine, quoi. Je veux dire, ça change rien. Je veux Bien sûr. C'est pas parce que tu fais une connerie d'ailleurs. Heureusement, je veux dire. Tu vois, si tous les potes qui faisaient des infractions de vitesse ou qui se mettaient une cuite et qui prenaient le volant, on arrêtait de leur parler, on parlerait plus à grand monde. Moi, si je devais faire un podcast avec un mec qui a pris de la coke, etc., je me casse tout de suite, tu vois. Sauf que tu me l'as dit et je suis resté. Donc, tu vois, je suis pas un mauvais garçon. Je suis en rédemption, tu sais. Voilà, exactement. Non, mais tu vois, d'ailleurs, pour te dire sur moi, moi, j'ai essayé d'être tennisman professionnel. C'était mon rêve. Et je pense que c'est la recherche d'adrénaline et, tu vois, et le fait de soigner un chagrin d'un rêve que je n'obtiendrai jamais, qui m'a fait me tourner vers des conneries. Peut-être, ouais. Tu vois, c'est... Car en parlant de tennis, je reviens d'un tournoi que j'ai animé, là, et j'ai vu un mec, je sais pas si tu l'as déjà fait, c'est Gaël. Gaël, mon fils. Pas encore, mais on discute. Le jour où tu vas avoir Gaël en face de toi, je sais. Là, mon pote, tu vas... C'est un show. Mais c'est pas, non, c'est au-delà de ça. C'est un être exceptionnel. Exceptionnel. Il est d'une sensibilité, il est d'une intelligence, il est d'une bienveillance. Il fait partie des athlètes, du cercle des athlètes disparus. Tu vois, il y en a plus. Voilà. Donc, non, franchement, hein, si tu as cette chance-là, tu penseras à moi. Bah écoute, merci. Tu fais bien de... En plus, il arrête cette année, donc... Bah ouais, exactement. Bah déjà, on a Caro Garcia là bientôt. Lui aussi, on discutait avec l'agent de Joe. Voilà, avec l'agent, tu vois. On discute avec l'agent de Joe. Ah ouais, mais en fait, moi, je comprends, tu vois, parce que je me mets à leur place. Tu l'as dit, c'est des victimes. Moi, le nombre de gars... Moi, je viens du monde de la start-up avant d'avoir monté Extraterrien. Et le nombre de gars qui ont monté des fonds, qui sont devenus CGP, qui me demandent « Ouais, fais-moi une intro avec tel sportif, fais-moi une intro. » Je lui ai déjà écrit sur Instagram, il répond pas. Je lui dis, mais les gars, vous êtes 150. Ouais.
Vous êtes dans un panier de crabes à essayer de capturer un bigorneau, là. Enfin, c'est d'un ridicule. Je me dis, les pauvres. Ouais, mais d'un autre côté, ce sont des êtres humains. Bien tu sûr. vois. Le mec, il va au chiottes comme toi le matin. Exactement. Non, mais il faut jamais oublier ça. Jamais Ouais. oublier ça. Et les mecs qui font de la télé, moi, je parle pas du sport de haut niveau parce que je n'ai jamais été sportif de haut niveau, je serai jamais. Mais les mecs qui font de la télé et qui se croient supérieurs, j'en connais un max aussi, cela, tu vois. Ces mecs, ils oublient d'où ils viennent, ils oublient qu'ils vont aux toilettes le matin aussi, tu vois. Et moi, aujourd'hui, maintenant que j'ai changé complètement de vie, je réponds perso à tout le monde. Alors, je te dis pas que je fais des lettres de 20 pages, ça c'est vrai que... Mais je tiens absolument chaque matin, je passe 2 heures chaque matin à répondre personnellement à tout le monde. Parce que je me dis, le mec ou la nana, il a pris la peine de m'écrire quelque chose, je suis obligé de répondre, quoi. Fais attention aux auditeurs d'Extraterrien. Hein. Mais je te le dis, C'est non, des mais grands fans, là, tu vas c'est te prendre une c'est la ruée, base, c'est la base. Parce que on n'a rien de plus que... Qu'est-ce que je fais, moi? Quand tu réfléchis, le jour où je serai plus là, qu'est-ce qu'on va dire? Ce mec, il vendait du vent. Ah ouais. Il a sauvé des vies? Non. Il a inventé un vaccin? Non. Il a écrit un bouquin qui reste... Non. En fait, ce mec, il vendait du vent. Bah ouais. Donc, si tu veux, j'ai le privilège, je suis privilégié, j'ai réussi à vivre correctement en vendant du vent. Bah, ça va, quoi. Je veux dire, je peux bien répondre à ceux qui m'écrivent quand même. Bah, tu fais très bien, et c'est ça aussi un peu le jeu des réseaux sociaux et le jeu de la visibilité. Et nous, tu vois, on est 8 ici, et il y a plein de trucs que j'ai délégués, mais ça, effectivement, c'est moi qui réponds personnellement Ouais, c'est important. à tout le monde. Mais c'est et important d'abord parce que ça te remet à ta place. Ouais, exactement. Ta vraie place, mon pote. Je veux dire, ouais, on ne mérite pas mieux que ça. Et c'est normal. Moi, quand je vais sur les sentiers aujourd'hui, quand je discute avec les gens, je suis exactement, ni plus ni moins, ce qu'ils sont eux-mêmes. Je veux dire, ouais. Tu penses qu'il y a du dopage dans tous les sports? Oui, bien sûr. Il y a du dopage, mais pas seulement dans tous les sports. Il y a du dopage dans la société en général. Mais à partir du moment où tu cherches à être performant, à partir du moment où ton corps a des limites, à partir du moment où ton cerveau a des limites, où la fatigue se fait sentir, etc., tu as toujours des possibilités de chercher des adjuvants, des solutions pour aller plus haut. La seule personne qui serait à l'abri, ce serait une personne qui serait suffisamment raisonnable pour écouter son corps, pour écouter son cerveau et savoir ce qu'elle peut faire et ce qu'elle ne peut pas faire. Mais dans notre société de production, il y a toujours une tentation de faire plus, d'aller au-delà. Ouais. Mais tu vois, ce que je trouve hyper injuste pour les sportifs de haut niveau, c'est que les artistes qui se droguent, on les autorise parce que c'est pour leur créativité. Le nombre d'écrivains, de chanteurs, de peintres. D'hommes politiques. Ouais, exactement. L'entrepreneur qui se shoot aux produits, tu vois, cognitifs pour les TDAH, à la Ritaline et tout, c'est OK, on te le prescrit aussi. Donc le dopage est parfaitement assumé dans plein de secteurs, mais pour le sport, c'est interdit. Pour le sport, c'est interdit. Et oui, alors, c'est compliqué comme sujet. Parce que Bien tu sûr. vois, là, il y a un mec qui veut organiser... t'es au courant de ce truc? Qui veut organiser Games, des pseudo-Jeux Olympiques avec dopage autorisé, tu vois. Donc, mais surveillance médicale. oui, tu parles. Ouais. Enfin bon, bref. Moi, ce qui me gêne là-dedans, et là, je sais que je me fais un max d'ennemis en disant ça, mais c'est pas grave. Ce qui me gêne là-dedans, c'est pas la triche. Et c'est ce que j'avais dit à l'époque sur Facebook. Parce que la triche, elle est consubstantielle de l'homme en général. Qui n'a pas triché? Voilà. Par contre, ce qui m'emmerde, c'est que ça met en danger la santé des gamins. Et ça, je peux pas l'accepter. Donc, quand tu vois l'équipe de rugby d'Afrique du Sud, championne du monde, qui aujourd'hui est décimée par la maladie de Charcot, ils sont quasiment tous morts de la maladie de Charcot, les mecs, parce qu'ils étaient chargés à bloc, tu vois. C'était des gamins, quoi. Et moi, ça me rend triste. Mais la triche, t'as jamais triché, toi? Ah si. Ouais, voilà. Même au sport, je triche encore. Je fais des compètes, je triche encore sur un Aerox. Là, je fais des Aerox il y a pas longtemps. J'aime bien jouer avec les règles. Le sport, il y a des règles, faut jouer avec. C'est fait pour ça, les règles, non? Tu vois, le nombre de victoires qu'il y a eu avec des règles
un petit peu, tu vois, ou quand tu flirtes avec la limite, quand tu connais le règlement. Quand tu connais le règlement et que l'autre ne le connaît pas, t'as un avantage Oui, mais c'est pas tricher, ça. drastique. C'est pas tricher, ça. C'est pas tricher, mais des fois c'est pas fair play, des fois il y a des règles que tu transgresses, Ouais, mais personne le sait, ouais. Après, tu vois. ouais. Après, c'est le déni qui est extraordinaire. C'est-à-dire que le mec qui triche, au bout d'un certain temps, il est sûr de pas tricher, si tu veux. Et quand tu lui dis qu'il triche, ben non, moi je triche pas, alors qu'en fait il triche. Moi, je sais que j'ai un diplôme, j'ai eu un diplôme de fac. Je le dois à la nana qui était devant moi, hein. Non, mais sérieux, je veux dire, à l'époque, j'avais pas mon strabisme. Je peux te dire, j'ai pompé complètement ces trucs de droit. La nana, tu sais, c'était une première de la classe. Tu sais, les nanas premières de la classe, elles apprennent les bouquins par cœur et tout. Elles te ressortent. Moi, j'étais penché sur elle, tu vois, et je recopiais tout ce qu'elle mettait, tu vois. Voilà, c'est pas brillant, mais c'est aussi ce que j'ai fait, tu vois. Donc, ouais. Mais je triche, mais je me dope pas, tu vois. Mais c'est vrai que, tu vois, il y a un truc qui me fascine, qui m'attire, qui crée un espèce de mystique, c'est jusqu'où irait mon potentiel personnel avec ça. Tu vois, ça me rend ça me rend curieux intellectuellement. Oui, mais à quoi bon? Enfin, ça, j'ai du mal à comprendre. À quoi bon? On t'a donné Mais nourrir mon ego, Patrick. Nourrir ton ego. Non, mais non, je non, mais plaisante. je me pose la question. Les mecs, ils disent dépasser mes limites. Mais par définition, tes limites, tu peux pas les dépasser. Tu peux tendre vers, mais tu peux pas les dépasser. Et à quoi bon? À quoi bon? Moi, je veux dire, et c'est mon côté schizophrène dont on parlait tout à l'heure. Je veux dire, tu vas avoir Usain Bolt qui va courir à 100 mètres en 9,58 et moi, je vais te dire, ma vie va changer. Je vais être là, je vais dire, putain, j'ai vécu ça, j'y étais, bordel, j'y étais. Et puis après, tu réfléchis, tu dis, attends, le mec, il est parti d'un point A à un point B, il a mis 9 secondes et 58 centièmes pour aller de A à B. Et alors? Qu'est-ce que ça change? Qu'est-ce qu'il a apporté à la société? Quel bien il a fait? Il a sauvé qui? Rien. Il a rien fait. Il a juste eu une foulée magnifique pour aller d'un point A à un point B. Je t'ai dit, moi j'ai vu des gamins au Kenya qui allaient d'un point A à un point B avec leur bouquin d'école sous le bras. On leur a pas filé une médaille d'or pour ça, hein. Donc non, franchement, quand tu réfléchis, tu t'aperçois que le sport, c'est d'autres valeurs. C'est pas ça. C'est pas ce haut niveau dont tu me parles. Ce sont des valeurs de main tendue, de bienveillance, de pas. Alors les mecs vont dire ouais, c'est des clichetons à la con. Non, non, non. Faites du sport, vous allez voir, Moi, je veux dire aujourd'hui, par exemple, tu vois, on est à Paris là. Il n'y a plus aucune dame, demoiselle qui me regarde dans les yeux. Plus une seule. Plus une seule. Jamais. Dans le métro, si je rentre dans le métro et je dis bonjour messieurs, dames, les mecs se disent attends, il va nous taper du pognon. Ils baissent la tête, tu vois. Non mais sérieux. Je veux dire, quand tu es au départ d'un marathon, au départ d'un trail, tu connais personne, tu es là en short avec ton truc, machin, tu parles à la personne d'à côté, que ce soit une jeune fille, que ce soit un mec, que ce soit un vieillard, etc. Le mec va te répondre. Non seulement il va te répondre, mais il va partager avec toi son ressenti, ses angoisses, en disant il y a ma femme qui m'attend sur la ligne d'arrivée, il y a ma petite fille qui m'a... Je dis, comment t'expliques ça? Comment t'expliques que le sport soit encore cette bulle extraordinaire qui permet aux gens de communiquer entre eux dans une société où on ne communique plus? T'as X, sur X, tu dis un truc, t'as forcément un mec qui va dire t'es un enculé, toi. Le mec, il te connaît pas, il t'a jamais vu. Mais il sait déjà. Et si tu lui dis, je sais pas, on se connaît, on sait machin. Ah, autant pour moi, je pensais pas que vous alliez me répondre. C'est ça aujourd'hui la communication. Alors que dans le sport, et moi toutes les semaines je vérifie, t'as de la bienveillance, t'as du partage. S'il y a un mec qui tombe, t'as quelqu'un qui va le relever. La vie, quoi. C'est ça qui t'a fait aller dans le trail? Bien sûr. C'est d'aller voir monsieur et madame tout le monde. J'en ai marre aujourd'hui des mauvaises nouvelles. J'en ai marre. Tu vois, j'ai encore regardé le journal de 20h hier. Je sais pas pourquoi j'ai fait ça. C'est une connerie. Mais non, mais il faut pas regarder. Je veux dire... T'es un petit peu sadomaso, là. Mais non, mais je veux dire, c'est que les merdes du monde qui te tombent sur Je veux dire, il y a un truc qui se passe en Australie à 15 000 km, c'est pour nous. Je veux dire, ça n'arrête pas. Je te dis pas que les drames, ils sont partout, mais compiler uniquement les drames pour faire de l'audience,
Mais c'est malhonnête. C'est malhonnête. Je veux dire, moi, je rencontre toutes les semaines des gens formidables qui font des trucs incroyables. Je peux t'en raconter des histoires, ça va durer toute la nuit. Et ces gens-là, on n'en parle jamais. Jamais. Jamais un mot sur ces gens-là. Par contre, le mec qui va voler le sac à main d'une personne âgée, ça, le mec qui fait l'ouverture du 20h. Je supporte plus. Je te jure, je supporte plus. Et c'est pour ça que je vais vers les gens. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, je partage avec eux leur bonheur. Parce que les gens, quand ils courent, ils sont heureux. Ils peuvent avoir la cheville en vrac. Ils peuvent avoir le souffle court. Quand ils franchissent la ligne d'arrivée, ils sont heureux. Ça ne veut pas dire que le lendemain, ils vont pas râler. Hein. Mais le jour où je les chope, moi, sur le parcours, putain, ils sont heureux, les mecs. Mais toi, tu as un talent pour ça, je trouve. Je sais pas, mais en tout cas, moi, j'ai envie de partager ça. J'ai envie de partager. Ça sent. Mais moi, je suis jaloux de... Mais j'espère bien. Et tu m'as beaucoup inspiré, tu vois, c'est que tu as ce truc quand même où quand les gens te parlent, ils ont un petit œil qui se réveille, ils ont le petit rictus au coin de la lèvre. Des fois, il y a des mecs qui me disent... Ils sont contents, quoi. Je te jure, des fois, mais c'est extraordinaire. Des fois, il y a des gens... Tu vois, j'ai encore reçu aujourd'hui. Ouais, je courais pas, machin, je crois que c'était mort pour moi, etc. J'ai vu vos vidéos... Putain, je me suis remis à la course à pied, je vais faire un 10 bornes dimanche. Je dis, ouais, mec. Va te flinguer, mec. Ouais, voilà. Non, ou alors, le mec, il est là, il est au bout de sa vie, tu le chopes sur le sentier et tout, tu parles avec lui, le mec, il fait, je vais terminer, putain, tu vois. Alors que je suis pas capable de mettre un pied devant l'autre. Hein. Donc, pourquoi tu cours pas, toi ? Parce que je suis nul. Mais on s'en fout d'être nul. Non, quand je dis je suis nul, ça veut dire que je termine pas. Donc, 1 kilomètre. Ah ben 1 kilomètre, oui, mais c'est plus 1 kilomètre. Maintenant, les mecs, c'est 100 kilomètres, c'est 150 kilomètres. Aujourd'hui, il y a une sorte faut pas se comparer à ça. Il y a une démesure aujourd'hui. Et il y a des questions à se poser là-dessus, d'ailleurs. Pourquoi les gens, en général, ont toujours besoin d'aller plus loin ? Plus loin. Le mec qui vient de finir un 100 bornes, dit la prochaine... ça sera 125 bornes. Tu vois, le mec... ouais. Mais on se sent vivant, tu sais. Ben oui, mais moi, je suis vivant, je t'assure. Regarde, là, tu as un mec en face de toi, il est vivant, là. Ah oui, toi, je confirme, t'es vivant. Et j'ai jamais fait un marathon de ma vie, tu vois, donc... Non, mais je sais pas, il y a cette espèce de truc... Bah déjà, comme tu l'as dit, tu passes la ligne, tu te sens bien. Ouais. Et je pense que la longueur de l'effort, le plaisir et le shoot de dopamine, il est à peu près proportionnel quand même, malgré tout. À la longueur. Fais gaffe, parce qu'on rentre dans parce que, en fait, à la longueur. Non, parce que une fois que t'as couru ton marathon, j'en ai fait 7, moi, des marathons. C'est vrai ? Le deuxième, il te fait un peu moins de plaisir. Ouais. Et quel est celui qui te fait le plus, le premier ou le record ? C'est le premier. Plus que le record ? Le premier, mais jamais autre. C'est des plaisirs qui sont différents. C'est des plaisirs qui sont complètement différents. Dans le record, j'ai pris du plaisir dans le process à me regarder la veille de la course et me dire putain, j'ai réussi pendant 6 mois, j'ai eu un rythme de vie clean, j'ai pas bu d'alcool, j'ai pas eu un seul écart et je suis fier de moi d'avoir fait ça, de m'être respecté à ce point-là. Et d'aller voir jusqu'où moi je pouvais aller. Mais le shot de dopamine, c'est le premier. Ouais. Le premier. Ouais. Ouais. Mais est-ce que c'est pas la même chose sur la première fois que tu fais l'amour, par exemple ? Pour moi, c'était pas un succès, donc c'était pas du tout un succès, mais oui. Mais tu t'en souviens quand même. Bien sûr qu'on s'en souvient. Alors que le deuxième, tu t'en souviens pas forcément. C'est ça que je veux dire. Ah ouais, non, je m'en souviens pas, je confirme. Voilà. Si je pouvais c'était bien ta première fois, toi ? Bah, c'était génial, ouais. C'était génial. C'était dans le lit de ma grand-mère. C'était génial. Franchement, ouais, oui, c'est génial. Tu sors de là, t'es dans la rue, tu te dis putain, je suis un homme, quoi. Tu vois. Non, mais c'est con, hein. Mais moi, c'est vraiment, je me sentais léger. J'avais envie de courir. J'avais envie de, ouais. Mais tu vois, pour retrouver ça, c'est le meilleur moyen, c'est de mettre plus 20 km sur ta distance. Sans doute. Sans doute. Tu as raison. C'est peut-être une des raisons pour lesquelles ils vont toujours plus loin, plus haut. Mais du coup, moi, je suis jaloux parce que toi, tu démarres à 1 km. Tu sais, c'est un peu comme... ouais, mais bon, j'ai moins de temps que toi hein, pour peaufiner le truc. Et puis en plus, ça me manquerait, tu vois, de ne pas pouvoir m'auto-commenter. Et comme j'aurais le souffle court... je peux venir si tu veux. Ouais, voilà, il faudrait que tu commentes, c'est bien. Je te fais le plan d'entraînement. Voilà, exact. Non, mais ça, c'est ce qu'il faut. Hein, pour le plan d'entraînement, Bernard Faure, avec qui j'ai commenté l'athlé pendant 25 ans, c'est un maître. C'est un maître parce que c'est un mec qui
qui sait se mettre à ta place et qui t'impose rien. Enfin, en fait, il t'impose tout, mais il fait le mec qui t'impose rien. Donc, tu te fais prendre à chaque fois. Il programme des athlètes encore, enfin, ou des... Ouais, il aide des gens qu'il aime bien. Je pense qu'il y va avec l'affect. Et quand il aime bien quelqu'un, il va effectivement l'amener dans des endroits où moi, je sais que ce mec-là, je lui dois la vie quand même. C'est pas rien. Pourquoi ? Quoi. Bah, parce que je fumais 2 paquets de clopes par jour. Et parce qu'un jour, c'était en 91, ou en 90 plutôt, il m'a dit, un jour, on a fait une sortie, j'avais pas couru depuis le gamin, j'ai tenu 5 minutes avant de m'effondrer, et il m'a dit, t'as du talent. Ce qui était faux, bien sûr. Mais ça m'a permis de continuer à courir, et du coup, d'arrêter de fumer, quoi. Et grâce à Bernard Faure, j'ai gagné des années de vie. Parce que j'étais complètement intoxiqué par la clope, quoi, tu vois. J'étais capable de traverser tout Paris, j'étais capable de fumer des mégots, j'étais fou, quoi. Je veux dire, c'était un truc de ouf, quoi. Si j'avais pas ma clope, le matin au réveil, c'était raté, quoi. Donc, non, franchement, Bernard... Et sans me dire à chaque fois, il faut que tu arrêtes de fumer. Il supportait pas la clope. Donc, il était malade à chaque fois que je fumais à côté de lui, parce qu'on fumait à l'époque en tribune de presse. Hein. Ah ouais. Mais bien sûr, on fumait dans les bureaux, on fumait à l'antenne. Stade 2, les mecs autour de la table, ils fumaient, tu vois. Non, on fumait dans les trains, on fumait dans les avions. Dans les avions, tu avais une rangée fumeurs, une rangée non-fumeurs, tu vois. C'était un truc de ouf, quoi. Et donc, la clope était complètement... Dans les stades et tout Dans les stades. Moi, je suis revenu avec l'équipe de France à Séoul, des Jeux Olympiques. Je suis revenu avec l'équipe de France. Ils clopaient tous dans le fond de l'avion, les mecs. Ils venaient de... Donc, voilà, la clope, c'était quelque chose qui était complètement intégré à notre quotidien. Donc, pour l'arrêter, c'était chaud. Il suffisait, comme moi, j'étais complètement intoxiqué, ça a été une galère incroyable. Mais grâce à Bernard Faure, j'ai réussi. T'as plus jamais recraqué ? Jamais. Alors, par contre, de temps en temps, j'ai une clope, tu vois, je me la mets à la bouche parce que... Mais tu l'allumes pas ? Jamais. Parce que c'est tellement dur d'arrêter parce que si je reprends la clope ce soir-là, si j'en fume une maintenant, demain je suis au paquet. Donc, mais c'est un truc... Alors que ça fait 40 ans. Enfin, ouais. non, peut-être pas. C'est 32 ans que j'ai arrêté de fumer. 32. Mais t'es encore convaincu que si tu retouches une clope maintenant, demain, t'es reparti. C'est ma maîtresse absolue. Je veux dire, c'est elle qui m'a donné le plus de plaisir. C'est un putain de vice. Franchement, c'est horrible. Putain de vice. Et moi, j'en veux terriblement à l'État. D'autoriser cette merde. Qui autorise cette merde. Non seulement qu'il l'autorise, mais qui fait du blé avec. Et franchement, je ne sais pas si tu vois un peu... Moi, je suis assez cinéphile. Ouais. Ils clopent tous dans les films. Hein. Ouais, bien sûr. Tu te demandes ça continue. Pourquoi ? Parce qu'ils sont sponsorisés par l'industrie du tabac. Donc, et ça me fout en l'air. Parce que les gamins, aujourd'hui... on leur montre des héros de cinéma qui ont toujours la clope au bec, quoi, tu vois. Donc, c'est flippant. Ouais, c'est flippant. Ouais. Je suis d'accord, je le partage avec toi, tu vois. Et moi, je continue de m'autoriser 2 jours par an où j'ai le droit de cloper. Alors attends, Noël. Enfin, Nouvel An. Ouais, Nouvel An, Nouvel An, et le jour de ton anniversaire. Exactement. Ouais. Et j'ai de la chance, ça tombe le 29 juin, donc c'est pile poil à... Ah oui, tu fais les 2 solstices. Exactement. Ouais, c'est pas con, ça. Mais je peux te dire que les semaines d'après, je passe pas un bon moment. Ah bon, mais pourquoi ? Alors après, en fait, j'ai choisi ces dates-là parce que justement, après, c'est moins difficile. Mais si je m'autorisais à d'autres moments, c'est la galère, quoi. Après, pendant 2 semaines... J'ai le moral dans les chaussettes, j'ai envie de reprendre, je me bats avec moi-même. C'est pas facile. Alors que je sais que si je le fais au Nouvel An le 31, le 1er, le 2, je suis en train de bosser. Oui, mais le 31, t'en fumes combien ? Ah, je préfère taire le nombre. Ah bon, c'est pas une seule ? Ah non, pas une seule. Ah ouais, là, tu prends des risques, hein, putain. Oula, je ferai jamais ça. Hein. Ah, là, c'est mortel. Hein. Parce que moi, le 2, c'est comme si c'était le 1, hein, c'est pareil. Hein. Ah non. Donc, non, après, c'est une règle avec moi-même. Ouais, c'est bien, ça fait combien d'années que tu tiens à ce rythme-là ? Ça fait 6 ans maintenant. Ah, c'est bien. Ouais. C'est bien de s'imposer. Les 2 premières années, je m'autorisais 1 fois par mois. Après, je suis passé à 1 fois par trimestre. Et là, 1 fois par semestre. Et une fois par semestre, ça fait 3 ans exactement. Moi, tu sais, pour arrêter, je m'étais fabriqué dans ma tête une pièce
et Ok. j'empilais les cartouches que j'économisais. Tu vois, je les superposais dans ma tête. Tu vois. Wow. Et c'est ce qui m'a permis de tenir. C'était pas tellement un problème de pognon d'économiser, même si c'était important, mais c'était cet espace que Mental. les cartouches de clope prenaient dans une Hmm. pièce. Tu vois. Mm. Bah, c'est vrai, quand tu réalises le nombre de clopes que tu fumes et que t'imagines que tout ça, ça se termine dans tes Ouais, bien sûr, poumons, bien sûr. clairement, c'est pas beau, quoi. Ouais. Tu bois pas? Non, quasiment. Enfin, je bois. Tu vois, je vais te dire tout de suite. Il y a 4 mots que j'ai bannis de mon vocabulaire. Je veux pas les entendre. C'est toujours, c'est jamais. Donc, je peux pas te dire toujours et jamais. C'est la retraite. Ça, c'est un mot qui me fait gerber, mais grave. Et à la question comment ça va, la réponse comme un lundi. Hmm. Ça, si tu fais ça, ça me tue. Tu vois, je m'en vais tout de suite d'ailleurs. Donc, c'est ces 4 trucs-là, je veux pas en entendre parler. Putain, mais Donc, moi, j'adore le lundi. Ça le me- lundi au soleil. C'est la journée la plus cool de la semaine, quoi. Moi, je vais te dire pourquoi j'aime pas comme un lundi, parce que pour moi, tous les jours sont des bonheurs, quoi. Je veux dire, à chaque fois que je me lève le matin, je me dis putain, je suis vivant, j'ai encore une journée à passer, tu vois, minimum. Et que ce soit lundi, mardi, mercredi, je m'en fous complètement. J'ai jamais eu de dimanche, jamais eu de samedi, j'ai jamais fait de différence entre un dimanche et un mardi. Je veux Bah, dire. c'est vrai que toi, tu bosses Mais je quand. bosse pas, j'ai jamais bossé, moi. Je veux dire, j'ai été prof dans une autre vie, là où je travaillais vraiment. Et puis depuis, j'en Les branle pas. gamins, c'est du boulot. Ah ouais, non, mais c'est un boulot qui est passionnant, mais c'est du travail. Par contre, ce que je fais là, j'ai jamais bossé, moi. Je veux dire, c'est pour ça, les mecs. Alors la retraite, bah non, non, mon pote, moi je peux pas être à la retraite, j'ai jamais bossé. Donc, puis moi, la retraite, pour moi, je vais te dire ce que c'est. Hein, c'est Napoléon, la retraite de Russie, les mecs qui se caillent, qui ont les pieds dans la neige. Merci, non, non, merci, non. Génial. Bah, tu vois, ça m'inspire beaucoup parce que moi, j'ai monté cette boîte extraterrien pour ne jamais avoir l'impression de bosser. Ouais. Et quand je fais passer les entretiens aux équipes, ils sont bon, les deux que tu as vus, c'est les deux plus jeunes. Mmh. C'est pour ça qu'ils doivent venir tous les jours Mmh. pour se former. Ouais. Bah, la question que je leur pose le plus souvent en entretien, c'est ouais, dans quoi tu prends ton pied, quoi. Mmh. C'est ça qu'il faut qu'on trouve. Bien sûr. Où est-ce que tu prends ton pied? Où est-ce C'est que quoi tu ta trouves bon passion? C'est quoi ta passion? Mmh. C'est ça l'idée. C'est que t'as qu'une vie. Mmh. Je te dis, t'as qu'une vie. Crois pas que là-haut, Barbicay va t'attendre. Hein. Ça, c'est des conneries. T'as qu'une vie. Donc, si c'est pas une vie de passion, c'est une vie d'emmerde. Si c'est une vie où tu t'emmerdes, où tu regardes ta montre sans arrêt. Alors, Mmh. par contre, j'ai une question à te poser. Vas-y, dis-moi. Pourquoi extraterrien? Parce qu'il y a 2 significations possibles. Il Vas-y. y a le terrien extra, c'est-à-dire le terrien, le mec qui habite sur la Terre et qui fait des choses extraordinaires. Donc, on a envie de partager son vécu. Ça, c'est extraterrien ou terrien extra. Et puis, la deuxième chose, extraterrien, c'est quelqu'un qui est extérieur à la Terre. Donc, c'est quelqu'un qui, quelque part, gravite autour de la Terre sans être sur la Terre. Mais c'est pas la même chose. Donc, toi, t'as voulu signifier quoi dans cet extraterrien? Bah écoute, t'as tout dit. Mais t'as tout dit et je peux difficilement rajouter quelque chose. Hormis que j'avais envie de montrer le côté très humain de personnalités extraordinaires. Je voulais les ramener à ce qu'ils ont de plus basique, tu vois. J'en ai fait chialer des mecs à mon micro. Et des Ouais. nanas, ouais, plein. Certains dire qu'ils regrettaient de s'être dopés, certains dire qu'ils avaient eu des troubles du comportement alimentaire pendant des années. Il y en a qui ont chialé, d'autres Bien sûr. qui ont perdu des gens. Et en fait, c'est ça que je voulais montrer, que finalement, on est tous des terriens, on est tous, comme tu le disais très bien, on va tous aux toilettes le matin, on a tous des émotions, on a tous envie de chialer par moment. Et voilà, et puis je t'entendais, toi, dire très souvent le mot extraterrestre. Oui, mais justement, il y a un double sens. Cet homme est un extraterrestre, cet homme est un terrien extraordinaire, et puis cet homme, par des moyens plus ou moins légaux, s'est dispensé d'avoir les pieds sur terre. C'est différent. Moi, tu vois, par exemple, il y a un livre qui pour moi est
le bouquin de référence et qui rentrerait dans la deuxième acception, c'est-à-dire dans celui qui gravite autour sans être sur la Terre. Ça s'appelle Éloge de la fuite. Et ouais, tu peux le noter, c'est un truc de ouf. C'est écrit par Henri Laborie. Et en fait, qui est un biologiste, enfin un homme de science féru, etc., de très très haut niveau, et qui en fait en vient à la conclusion de dire que la seule possibilité, c'est de fuir en fait. Si tu veux vraiment être toi-même, si tu veux échapper à tout le formatage qu'il y a autour de toi et qui t'oblige à prendre une voie plutôt qu'une autre, à être dans des rails, etc., la seule manière, c'est de se réfugier dans son imaginaire et de fuir. Parce qu'en fait, il y a deux manières de fuir. Soit tu te suicides, mais ça, c'est pas terrible. Soit tu te réfugies dans ton imaginaire. Et cet extraterrien dont on parle, moi, ce qui me parle le plus, c'est justement celui qui s'évade et qui s'enfuit dans son imaginaire. Parce que celui-là, il est inaccessible, quoi. C'est le Petit Prince de Saint-Exupéry, tu vois. C'est des gens comme ça. Et quand tu as la chance, dans le sport, de rencontrer des gens comme ça, et j'ai eu ce privilège, eh bien, c'est imprimé à jamais. C'est beaucoup plus que le 9,58 d'Usain Bolt, parce que moi, Usain Bolt, je le connais pas. Je sais pas qui c'est. Je vais te dire, ça se trouve, c'est un mec magnifique. Ça se trouve, c'est un sale con. Je sais pas. Moi, j'ai eu 2 occasions d'interviewer Usain Bolt. Je lui ai posé. Il y avait une file d'attente des télévisions mondiales qui était là. C'était Puma qui organisait les entretiens. Moi, j'avais le droit à 2 questions. Et derrière, il y avait une nana en disant « Last question, terminé ». Et donc, tu peux pas. Donc, Usain Bolt, je l'ai survolé comme ça. Donc, je sais pas qui c'est. Donc, moi, j'ai plus envie de fréquenter des gens qui, même s'ils sont inaccessibles, te donnent du temps pour essayer de les atteindre un tout petit peu, quoi. Éric Tabarly, par exemple. J'ai passé 10 jours avec Tabarly à Saint-Pierre-et-Miquelon. Je comprends que le mec, il est terminé au fond de l'océan. Je comprends. Mais je comprends. Ah ouais? Ben bien sûr. C'était pour lui une façon de... C'était l'éloge de la fuite. Il n'avait rien à faire. Il avait rien à faire sur la Terre. Il avait fait ce qu'il avait à faire et il avait envie d'autre chose. Il souffrait? Non. Mais il y a un moment, si tu veux... Faut que tu rencontres Benjamin Védrine. Je connais pas. Je connais Hubert, mais ça n'a rien à voir. C'est, je pense, le plus grand alpiniste français vivant, actuel, en activité. Il a le record du K2, il a le record du Mont Blanc à pied, puis la descente à ski. Il a fait des trucs de complètement zinzin. Il va être probablement piolet d'or l'année prochaine. C'est un type que tu lui parles, tu sais qu'il il est pas bien à 0 mètre d'altitude. Ouais. Mais t'as des mecs comme ça qui... tu les laisses parler. Tabarly, il parlait quasiment pas. Et quand mais quand il parlait, tu fermais ta gueule. Mais moi, qui suis un bavard, tu vois. C'est quoi le trait de personnalité sur lequel tu as dû bosser? Sur le fait d'être jugé sur l'apparence. Je sais pas pourquoi. Ouais, je sais pas pourquoi. J'ai toujours... je donne l'impression d'être un mec agressif qui veut mordre le mollet. Je suis un peu... Dans l'imaginaire bestiaire, je serais un petit roquet qui bouffe les mollets des gens, alors que pas du tout. Mais donc j'ai dû essayer de gommer ça, mais je ne suis pas arrivé en fait, parce que c'est dans ma façon d'appréhender les gens. Je pense qu'il y a une certaine... un manque de confiance sans doute, peut-être un peu de timidité, qui fait que je compense avec de l'agressivité inutile. Et aujourd'hui, j'essaye de lutter contre ça. Et c'est un combat de tous les jours parce que j'ai très souffert à la télé, très souffert à la télé, d'être un personnage clivant. On disait, oh putain, toi, t'as pas les... c'est pas langue de bois, toi. Tu dis vraiment ce que tu penses. Alors, il y avait des gens qui aimaient bien et puis il y avait des gens qui aimaient pas du tout. Et en fait, c'était pas moi, quoi. Je veux dire, donc, j'ai beaucoup souffert du fait d'être jugé pour ce que je n'étais pas. Donc j'essaye de faire cet effort-là, mais c'est compliqué. C'est le regard des autres, en fait. Oui, bien sûr, c'est le regard des autres. C'est surtout... Ce qui est terrible, c'est ça. C'est le mec qui dit « t'es un enculé », il sait pas pourquoi, mais il te dit ça, je veux dire. Donc, moi, ça me fait de la peine. Quand Bietri me dit
je t'aime pas, il va expliquer pourquoi il m'aime pas. Et ça me fait du bien. Par contre, quelqu'un qui me connaît pas et qui dit voilà, t'es comme ci, t'es comme ça, alors que c'est pas vrai du tout, ouais, ça me fait chialer. Oui, ça me fait pleurer. Je pense que. Et tu penses que tu aurais pu plaire à tout le monde? Je veux pas plaire à tout le monde. Je veux pas plaire à tout le monde. Je veux que les gens qui ne m'aiment pas aient des arguments pour me dire ça. Mais un homme de télé, ça parle à un trou noir, ça parle à une caméra. Donc, quand les mecs ils te disent sur les réseaux sociaux, mais ça m'insupporte. Quand le mec il te dit rendez-vous ce soir à 18h, machin, j'ai hâte de vous retrouver, je vous aime tous. Mais quel escroc! Mais quel escroc, quel menteur! Il aime personne, il aime que lui, le mec. Il aime son nombril. Mais qui il aime? Il connaît pas les gens il sait pas qui le regarde. Donc c'est un escroc, c'est dégueulasse de dire ça. Toi, tu aurais préféré commenter avec un public. Mais oui, bien sûr, j'aurais aimé faire du théâtre. Viens, on loue un théâtre. Et bien sûr. Et tu fais on fait du commentaire en direct avec du public. Mais exactement, mais c'est ce que j'ai fait en impro, ça. Je l'ai fait en impro. Mais j'ai envie de ça et c'est ce que je fais tous les samedis, tous les dimanches sur les sentiers. Je commente les mecs. Je commente les mecs. Je dis alors, ça musarde là, tu pourrais te manier le cul et tout. Et le mec il sourit, il est content et il y a un échange, il y a un vrai truc et il dit mon tel il est comme ci, mon tel il est comme ça. Mais au moins il s'appuie sur quelque chose pour dire ça. À la télé, tu joues un rôle. Tu sais bien, la télé, comment ça se passe. Tu as une émission, aujourd'hui, comment ça marche. Tu as un mec, tu as un premier de la classe qui a une barbe un peu comme toi, là, de 3 jours, et qui a une veste, vraiment, tu as l'impression que c'est le premier. Dernier, moi. Mais non, mais sérieux, le mec, il est là, tu as l'impression que c'est le premier communiant ou que il a demandé la main de ta fille, tu vois, le mec, il est là. À côté de lui, tu as un expert qui est contre, et puis de l'autre côté, tu as un expert qui est pour. Et ils se rentrent dans la gueule, et puis tu as l'arbitre au milieu qui essaye de les séparer. C'est un peu ça, les émissions qui marchent bien. Alors moi, sur France Télé, tu avais un mec qui était pour, et puis il fallait trouver un mec qui était contre. C'est toujours dur d'être contre, parce que tu te mets à dos tous ceux qui sont pour. Donc, Montel, ça te dirait pas d'être contre le MMA? C'est quoi le MMA? Ah bah c'est ça. Bah écoute, non, je suis pas spécialement contre le MMA. Ouais, mais bon, on a besoin d'un mec qui est contre le MMA. Bon, bah ok, je vais être contre le MMA. Du coup, tu te chopais tous les mecs qui aimaient le MMA en disant putain, quel con, celui-là, il est contre le. Mais non, pas du tout. C'était un jeu. Derrière, c'était quoi? C'était de l'audience. Et derrière l'audience, c'était la pub et le fric qui tombait. C'est comme ça que ça se passe? Bah, bien sûr. Faut que tu joues un rôle. Bah, bien sûr. Je veux dire. Il faut que tu joues le gars qui aime pas les sports de combat. Ou que tu aimes. Mais en général, sur un débat comme ça, tu vas prendre le journaliste qui fait les sports de combat. Tu vas l'inviter lui, donc lui il est forcément pour, vu que c'est sa cam. Et moi, j'étais là pour faire le mec qui était contre, tu vois. Et ah mais t'étais obligé de te prendre des coups, toi. Ben, j'en prenais un max. Mais sauf que j'étais content parce que je me disais j'existe, j'existe. Mais c'était terrible quoi, c'était terrible. Et aujourd'hui, je veux plus de ça. Moi, je veux qu'on dise aujourd'hui, j'aime bien ce mec-là, j'aime pas ce mec-là. Mais qui s'appuie sur ce que je suis en réalité, tu vois. Mais pas, tu vois, je me suis payé du MMA. Ah bon, t'es contre le MMA? Bah non, je suis pas contre, non. En fait, je m'en fous, quoi. J'étais payé pour... Pas payé. C'était pas les thunes qui comptaient, mais je faisais mon plateau. Tu sais, le plateau, Lego, quoi. T'es en plateau, quoi. Alors, on vous a vu hier à la télé, là. Tu vois, tu vas chez ton boucher, là, le mec, il fait « Je vous fais une réduction sur le jambon, hein, je vous ai vu à la télé hier. » Bon, bien sûr, c'était ça. Ça nourrit. Bien sûr, le nombre de mecs qui sont partis en vacances gratuitement. Il y a même un mec qui m'a dit qu'il s'était payé sa maison de campagne comme ça, tu vois. C'était que ça. Moi, un jour, j'avais fait un reportage en Chine. J'étais parti en Chine en 86, tu vois, à l'époque où la Chine était encore un peu fermée. Il y avait la Coupe du Monde de foot et les Chinois commençaient à regarder un peu le football. Donc, on m'avait envoyé là-bas. J'avais fait un sujet sur le sport en Chine. Je m'étais régalé. J'avais fait un sujet vraiment costaud, je pense. Et il était passé à l'antenne 26 minutes. C'était vraiment un gros truc. Et le lendemain, je me balade dans la rue. Et puis, il y a un mec qui vient me voir. Il me fait « Ah, je vous ai vu hier à la télé, vous. » Je fais « Ah bon Ouais, je vous ai vu, vous aviez un truc, je sais plus où c'était sur votre reportage. » Je fais « C'était en Chine. » Ouais, c'était en Chine. Ouais. Par contre, la cravate, pas terrible. Le mec, le seul truc qu'il avait noté, c'était que ma cravate était pourrie, tu vois. Et ça te ramène, tu vois, ça te ramène au bon endroit, tu vois. Ouais.
Mais c'est ça que je trouve dur dans ce métier, c'est que tu prends une dose d'amour, tu prends une dose de kiff, parce que il y a des gens qui nourrissent l'ego, les gens qui te félicitent, tu rencontres plein de gens, tu vois des gens exceptionnels d'une manière ou d'une Ouais. autre, il y a de l'adrénaline tout le temps. Et en même temps, tu prends quand même des coups et Bien sûr. t'es celui qui prend le plus. Moi, Mais, par exemple, tu vois, je vais te dire, une fois sur deux, on m'appelle Bernard Montiel. c'est vrai. Mais bien sûr. Hey Bernard Patrick. Maintenant, je dis plus rien. Hein. Je dis, bah Bernard, si tu veux, Maurice. Tu t'appelles Maurice, toi. Bon, bah, moi, je peux bien m'appeler Bernard. J'ai été bouffé par Bernard Montiel, moi. Les mecs, Ah ouais. bah oui, vidéo gag, les mecs, c'était leur truc, tu vois. Donc, encore aujourd'hui, on m'appelle Bernard, quoi. Ou Montiel Juste à cause du nom. Bah, à cause de l'homonymie, Ouais, de la presque homonymie, tu vois. Donc ça te calme bien aussi, tu vois. Voilà, donc non, franchement, moi aujourd'hui, ce qui m'intéresse, c'est de partager les histoires des gens, de partager leur bonheur, mais surtout leur détresse, et naturellement de les serrer dans mes bras. Tu peux pas savoir aujourd'hui le nombre de gens que je serre dans mes bras. C'est un truc de fou. J'ai pensé toujours, tu sais, il y avait je crois que c'était en Inde. on se fera un câlin en terminant. Voilà, mais non, mais sérieusement. Ouais, bien sûr. Mais sérieusement, je te le dis. 8 secondes. Je sais 8 pas si ça secondes. durera 8 secondes, mais non, mais sérieux, je veux dire, quand tu as. Aujourd'hui, je vis pour ça. Je vis pour ça. Je vis pour rencontrer des gens qui te donnent envie de les serrer dans les bras. Le reste, j'en ai plus rien à foutre. C'est beau. C'était quoi ton plus gros point fort à Bah, l'antenne? c'est l'impro. C'est l'impro. Je pense Et que. t'as jamais fait de théâtre d'impro? Non, mais j'ai toujours commenté T'avais- tout, moi. Mais depuis que j'ai 3 ans, je commente. Donc, si tu veux, Ah ouais? bah oui, moi, mes parents me laissaient tout seul, je m'emmerdais, je commentais, quoi. Donc, j'ai toujours commenté, je commande tout. Par exemple, je suis au feu rouge, je vois des bagnoles et tout, je fais le départ de Formule 1, tu vois. Non, mais sérieux, je commande tout. Je commande tout. Ça vient d'où? Bah, je sais pas, j'en sais rien. J'ai toujours tout commenté. J'étais pas très bon en classe. Le seul truc où j'étais bon, c'était en élocution. Et c'était en rédaction, parce que quand il y avait une rédaction libre, je prenais le sujet d'un match de foot. Et je faisais le match de foot. Et les mecs, ils étaient. Voilà, et j'avais à chaque fois une super note. Mais ça a toujours été les seules choses que je savais faire. C'était tchatcher, quoi. C'était parler et faire du vent. Voilà. C'est quoi la question que t'as pas assez posée en interview? Que t'aurais aimé poser plus souvent? J'aurais aimé On t'a bridé, ouais. Tiens. que j'ai posé ou on m'a posé. Bah, on va faire les deux. Ouais. Mais moi, je suis curieux de la question que t'aurais aimé poser plus souvent aux athlètes, ou si t'avais eu le temps, le sujet que t'aurais aimé aborder plus souvent. Est-ce que vous avez aimé quelqu'un d'autre que votre nombril? Ça, j'aimerais vraiment la poser, mais j'ai jamais osé parce que euh, j'ai osé dire à Platini qu'il avait fait un mauvais match, alors que c'était le meilleur joueur du monde à l'époque, mais je lui ai jamais demandé s'il avait aimé quelqu'un d'autre que son nombril. Moi, je crois en l'amitié, je crois en cette amitié. Je supporte pas les gens qui ont 10 000 amis. Il y a un mec, là, un collègue, Ça marche pas. je ne citerai pas son nom, mais il est ami avec tout le monde, tu vois. Donc c'est terrible. Pour moi, c'est terrible. Oui, est-ce que vous avez vraiment aimé? J'aimerais poser cette question. Est-ce que vous avez vraiment aimé quelqu'un? Et est-ce que vous pouvez me dire qui? C'est quoi vraiment aimer? Vraiment aimé, c'est Montaigne la Boétie, c'est parce que c'était lui, parce que c'était moi, c'est à la vie, à la mort. Ça, oui. Est-ce que tu as vraiment aimé, toi, un mec ou une nana? Est-ce que vraiment tu es capable de mourir pour quelqu'un? Voilà. Ça, c'est la question que je. Voilà. C'est une belle question. Ouais, mais c'est une vraie question. C'est une vraie question. Parce que l'amour, le vrai amour, c'est ça. Le vrai amour, c'est ça. C'est l'autre avant moi. Tu vois, ma fille a un cancer, là. Elle a un cancer dur, très dur. Sa mère est prête à mourir. Elle est prête à mourir si on sauve sa fille. Tu vois. Moi, non. C'est la différence. Est-ce que tu as vraiment aimé quelqu'un dans ta vie? C'est la question. C'est la question. Et puis moi, j'aurais voulu que quelqu'un me dise, est-ce que tu as déjà eu des tendances homosexuelles? Et j'aurais été bien incapable de répondre, alors que j'ai aimé passionnément un mec. Donc, tu vois, voilà. Ça, c'est la question qui tue. Et c'est la Tu question... t'es bridé? Non, même pas, mais j'essaye de comprendre, moi qui suis un amoureux
un amoureux compulsif des femmes toute ma vie. Quand je fais le bilan, je m'aperçois que la personne que j'ai le plus aimée, c'est un mec. Donc je me dis, est-ce que j'avais des tendances homosexuelles? Je suis incapable de répondre à cette question. Je sais pas. Mais c'est quelque chose qui me questionne, oui, bien sûr. Bah, tu sais, on vit dans une société où je pense, moi, j'essaie d'apprendre à mon fils qu'il peut tomber il peut tomber amoureux de n'importe qui, sans limite, sans question de genre. Mais parce qu'il a quel âge ton fils? Il a 5 ans. Bah oui, je sais bien. Moi, je suis né bien avant. Ouais, c'est sûr que c'est oui, pas la même chose. Bah oui. Moi, je suis né à une époque où l'homosexuel, on lui jetait des pierres. Hein, donc, C'est vrai. bah, bien sûr. Hmm. Et encore aujourd'hui, tu as des gens qui sont très, très durs avec ça. Et maintenant, tu t'autorises pas plus à t'affirmer à... Je sais pas, j'ai pas de réponse. Je veux dire. T'es pas tombé amoureux, t'es pas amoureux en ce moment. Ah si, je suis tout le temps amoureux. Tout le temps. Ah, mais je suis amoureux tous les jours. Je veux dire, déjà, je suis amoureux de la vie. Et je suis tout le temps amoureux, je veux dire. Mais ce sont des amours, comment dire, platoniques, des amours fugitifs. Mais j'ai besoin. Si je suis pas amoureux chaque jour, ma vie n'est pas complète. Mais je suis pas. En général, ce sont des femmes. Hein. Je veux dire, j'ai jamais dit je suis amoureux d'un mec. Jamais. Mais aujourd'hui, je me dis la personne que j'ai aimée le plus au monde, c'est un mec. Et il y avait du désir? Non, il n'y avait pas de désir parce qu'à l'époque, c'était pas envisageable, si tu veux. Mais je me dis, est-ce que malgré tout, il y avait autre chose que cette admiration incroyable de Montaigne pour la Boétie et vice-versa, je sais Et pas. cet amour, il a jamais été consommé? Ah non, bien sûr que non. Mais bon, il est mort très jeune, hein, donc c'est ce qui a changé le cours de ma vie, c'est sa mort. Mais non, il n'y a jamais eu d'ambiguïté, aucune ambiguïté, en dehors du fait que j'ai eu certainement un comportement d'amoureux transi avec lui. Par exemple, quand je l'avais au téléphone, j'écoutais même pas ce qu'il me disait. Ce qui m'intéressait, la seule chose qui m'angoissait, c'était du moment qu'il allait raccrocher, quoi. Donc, je me disais, pourvu qu'il raccroche pas. Donc, j'étais prêt à inventer n'importe quoi, y compris des choses qui n'existaient pas, pour qu'il n'ait pas envie de raccrocher. Donc, est-ce que c'est ça de l'amour? Je sais pas. Mais en tout cas, j'ai jamais connu ça avec personne. C'est la passion. C'était un truc. J'étais à côté de lui. Le temps n'avait pas d'importance, quoi. Je veux dire, on aurait pu être dans un bouchon coincé pendant 4 plombes. J'aurais été le plus heureux. Aujourd'hui, tu me mets dans un bouchon, je deviens fou, quoi. Et tu penses que tu pourrais retomber amoureux comme ça? Non. Ah ouais? Non, c'est non. Tu penses pas que les émotions peuvent revenir? Les émotions viennent, elles sont multiples, mais comme non, ça c'est une fois pour toutes et jamais. Je veux dire, moi, il n'y a pas un jour depuis qu'il est mort, pas un seul jour où je pense pas à lui. Il y en a pas. Donc je veux dire, je vois. Tu sais, je pense que c'est ça aussi l'amour. Mais je veux dire, tu sais, c'est la femme amoureuse, la femme vraiment amoureuse. Elle regarde personne d'autre. Hein. Tu peux la regarder, elle ne te regardera pas. Hein. Et ben moi, avec Dominique, c'est exactement ça. Quoi. C'est exactement ça. C'est beau. J'ai envie qu'on termine un petit peu là-dessus, mais je dois rendre le studio dans 5 minutes. D'accord. Mais avant, je voulais te faire un petit jeu. Vas-y, j'adore. Je voulais avoir ton décathlon de légende. C'est-à-dire au niveau des athlètes? Ouais, si on prend chaque sport et on prend un homme, une femme... J'ai le droit à un homme ou une femme? Ouais. Vas-y, faisons-la comme ça, sinon ça va être un peu long. Ouais. Je crois qu'on commence par le 100 mètres au décathlon. Oui, bien sûr, on commence par le 100 mètres et pour moi, c'est Ben Johnson parce que c'est le vilain petit canard. C'est le mec qui a payé pour tout le monde et moi, je l'adore. Ensuite, on passe au saut en longueur. Saut en longueur, c'est évidemment Powell qui a empêché Lewis d'avoir le titre mondial à Tokyo. Powell qui s'est envolé pour ne jamais atterrir et son record, il tient toujours. 8,95 m. Lancer du poids. Lancer du poids, j'ai bien aimé Yves Niaret, qui est un garçon qui est parti trop tôt, qui s'est tué dans un accident de voiture, et donc comme mon pote. Et c'était un bon toutou. Non, c'était pas un toutou, c'était un nounours. C'était un bon nounours. Et c'était un bon gros, là, et qui était d'une gentillesse. Plus ils sont gros, plus ils sont gentils. Je sais pas si t'as marqué. Hein. Et plus ils sont maigres, et plus ils sont durs.
C'est vrai. Mm. Plus ils sont mal éduqués aussi. Sans doute. Les gros toutous, t'es obligé de les éduquer à merveille parce que sinon ils te bouffent. Ouais, mais ils te bouffent jamais en fait. Ouais. C'est Non, mais quand je en dis fait te c'est bouffe, l'image c'est de tu sais de l'ours des contes de fées, tu vois. C'est-à-dire ils pourraient te détruire d'un seul coup, mais ils le font jamais. On arrive au saut en hauteur. Ouais, bah le saut en hauteur, c'est évidemment Fosbury parce que ce mec, mine de rien, en 1968, il a sauté d'une manière différente et aujourd'hui tout le monde saute comme lui. C'est un truc de dingue, quoi. Avant, tout le monde sautait en ventral. Et le mec, il est arrivé, il a sauté en Fosbury. Tout le monde s'est foutu de sa gueule. Et aujourd'hui, tout le monde saute en Fosbury. Hmm. Je crois qu'ensuite, pour terminer la première Alors, on se fait un journée. petit 400. Ouais, un Ah, petit 400. Bah, le 400, il n'y a même pas à discuter. C'est Marie-Jo. Marie-Jo pour la vie. Marie-Jo pour tout ce qu'elle a apporté à l'athlétisme. Marie-Jo pour le bonheur qu'elle m'a donné. C'est la femme de ma vie, je l'ai déjà dit, sur la piste. Et je veux dire, elle est tellement belle. Sa foulée est tellement... Personne n'a imité sa foulée. Ouais, je suis assez d'accord. 110 mètres haies 110 mètres haies, oui, bien sûr. Le 110 mètres haies, c'est très compliqué parce qu'il y en a plein. Mais si je devais en sortir un... je dirais Ladji Doucouré parce que Ladji, c'est un champion du monde du 110 à Helsinki en 2005 et surtout un mec bien qui aujourd'hui travaille avec les gamins des banlieues, essaye de leur permettre de sortir de leur merde grâce à l'athlé. Ladji, c'est un gentil, un vrai gentil. Ben, j'aimerais bien qu'il vienne au micro, mais on n'arrive pas à trouver son contact. Ladji ? On n'arrive pas. On a essayé les réseaux, on a essayé machin, et on n'a pas trouvé. En plus, il a une histoire qui est incroyable. Parce bah qu'il ouais, je sais. Il m'a fait rêver. Il a été ruiné par des connards. Ouais. Ok. Je crois qu'on passe au lancer de disque. Oui, le lancer de disque. Le lancer de disque, c'est Alain Bachung. Parce que. Bah ouais. Parce que sans Alain Bachung, ma vie ne serait pas ce qu'elle est. C'est ma référence ultime et j'ai tous ses disques. Et je les lance de temps en temps vers le haut en espérant qu'il en chope un ou pas. D'ailleurs, je voulais vraiment parler de cette chanson que Dominique Arnaud a écrite pour lui, qu'il n'a jamais chantée parce qu'il a estimé que ce n'était pas le moment ou je ne sais pas quoi, qui a été rééditée ensuite, qui s'appelle Immortel. Et j'invite tout le monde à écouter Immortel parce qu'il y a tout Bachung dedans. Pourtant, ce n'est pas lui qui a écrit la chanson. Bah écoute, je me la note. On arrive au saut à la perche. Oui, alors le saut ça commence à se jouer là. Ça commence à se jouer, ouais. Bon, pour moi, le saut à la perche, bon là aussi c'est compliqué, mais c'est Jean Galfione parce que Jean c'est un bon gamin. Enfin, c'est plus un gamin, c'est un homme maintenant, mais c'est quelqu'un de bien. C'est quelqu'un qui est resté toujours humble. Dans la discrétion et en même temps dans l'excellence. Et c'est quelqu'un qui a eu ensuite une carrière magnifique de navigateur. Et je trouve que finalement, ça lui va bien. Ça lui va bien, ce côté tabarly qu'il avait aussi et qui lui permettait de tutoyer les étoiles à la perche et puis ensuite de partir se vider la tête sur les océans. Non, Jean Galfione. Je suis d'accord, c'est une des plus belles interviews qu'on a fait, je trouve. On arrive au lancer de javelot. Le lancer de javelot, qu'est-ce que je peux dire sur le lancer de javelot ? Oui, je vais te dire un truc qui est surprenant. Pour moi, c'est Usain Bolt. Pourquoi ? Parce que j'étais à Tokyo, tu vois, c'est surprenant. J'étais à Tokyo, à Rio, pardon, en 2016 pour les Jeux Olympiques. Et il était 1h du matin. On était une poignée de journalistes encore en tribune de presse pour terminer les papiers, etc. Et on a vu Usain arriver sur le stade. Il n'y avait plus de public, il n'y avait plus rien, il n'y avait pas de frime, il n'y avait pas de communication et il a lancé le javelot. Et jamais il était venu pour lancer le javelot. Et jamais j'ai vu un javelot lancé aussi gracieusement et aussi gratuitement que celui lancé par Usain Bolt. Merci pour cette anecdote. Un décathlon, ça se termine par un 1500 mètres. Ouais, ça se termine par pas facile aussi. Oui, c'est pas facile aussi, mais j'ai envie de mettre Kevin Mayer parce que tout est pardonné. Parce que c'est la fin du décathlon, qu'à la fin du décathlon, tous les athlètes s'embrassent sur la piste. Il n'y a plus de différence. Il n'y a plus d'ego, il n'y a plus de nombril. Ils sont tous ravagés par la fatigue. Ils sont allongés et ils se serrent dans les bras. Et moi, j'aurais rêvé, et je rêve encore d'ailleurs, d'un décathlon où Kevin et moi, on pourrait enfin trouver la paix. Ça marche. Il y a une question que tu aurais aimé que je te pose ?
Oui, plein, mais tu as fait vraiment le maximum. Franchement, ce que j'ai aimé dans ton interview... La prochaine fois, on se prend 4 heures, voilà, si tu veux, l'année prochaine. Juste te dire ce que j'ai aimé dans ton truc. Merci. C'est que tu as mis du tien. D'habitude, l'interview, c'est un peu... c'est une relance, etc. Toi, tu as dit des choses sur toi. Et tu les as pas dit d'une manière... comment dire, démonstrative pour montrer je suis là, non, tu les as dit avec ton cœur et j'ai vachement aimé cet échange. Et je vais te dire un truc, j'en ai fait un paquet de podcasts et je pense que c'est le plus beau. Merci beaucoup. Ça me touche beaucoup ce que tu dis. Je pense qu'on peut pas obtenir la vérité de quelqu'un et on peut pas obtenir ce qu'il a au plus profond si on lui offre pas un peu en retour ce qu'on a à lui donner. Donc merci. Tu pouvais pas me faire le plus beau cadeau aujourd'hui. Tu m'as fait une vraie leçon de télé, de commenting. Sache que petit, je rêvais d'être à ta place. Aujourd'hui, je me suis créé un peu ma propre télé. Donc merci infiniment pour ce moment. Je me suis régalé. Est-ce qu'on peut se donner rendez-vous dans un an ? Oui, comme Bruel, ouais. Sur la place des grands hommes. Merci Patrick.